C'est un chercheur très actif qui participe à des projets de recherche, en particulier un projet ANR, Agence nationale de la recherche, qui s'intitule Endless, enjeu de l'essor du salarié au port de l'Europe, le prisme de Tanger, qui est centré sur la ville de Tanger, qui a été une ville avec un statut international et un statut très particulier. Ce programme, il est terminé. Oui, il est en train de s'achever, donc on va bientôt avoir les publications, l'ensemble des publications, ce qui est encore mieux. Et un autre projet intitulé Cost Who Cares in Europe. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet ERC? Les COST, c'est des financements européens de très grande envergure qui visent à fédérer à organiser des conférences, des études entre des chercheurs européens de plusieurs horizons. Et là, qui est un projet qui consacré à des questions d'histoire de la protection sociale de la société. Vous voyez aussi comment l'histoire qu'on vous présente ici, qui est une histoire des empires coloniaux, actuellement, elle est de nouveau très connectée en fait dans le reste de l'histoire, et c'est quelque chose qui est évidemment important et tout à fait satisfaisant. Alors, je vous envoie aussi, mais je pourrais mettre ça en ligne sur le site, un certain nombre d'articles que vous trouverez facilement en ligne. Donc, vous trouverez de toute façon cette publication sur le site Kern ou sur le site Gestor. Parce que, en particulier, il a rédigé un article pour les carnets du centre Jacques Berck en 2017 sur les sources marocaines de l'histoire de l'État à l'époque contemporaine. Donc, c'est une présentation de tout, c'est pour vous, c'est très utile de voir comment on présente l'ensemble des sources et ce qu'on peut en faire. Et d'autre part, un article que vous trouverez dans les carnets en ligne des archives nationales, le labo des archives, qui date de 2019, sur les approches prosopographiques à travers les fonds du Conseil d'État. Et là aussi, c'est un type de démarche, des approches prosopographiques, quand on fait de la biographie systématique, qui peut vous être extrêmement utile. Donc, prenez l'habitude de lire au-delà de votre sujet, mais sur des points méthodologiques qui peuvent vous être tout à fait utiles. Alors, aujourd'hui, donc, il va nous faire une présentation intitulée Les États et les chiffres au Maroc et en Tunisie, recensement, travail et niveau de vie entre 1912 et 1956. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis très honoré effectivement de participer à ce séminaire qui se rejoint tout à fait une partie de mon travail sur une réflexion sur les dimensions quantitatives de l'histoire de l'État au Maghreb. Je vais vous dire ce que j'entends par là, et qui fait écho. Alors là, vous verrez, j'essaie d'associer deux types de travaux. C'est des travaux anciens qui sont plutôt issus de ma thèse et des travaux plus récents que je mène actuellement, notamment autour d'un article qui vous a été présenté par Mme Sibeux sur dans l'Histoire et mesure sur le nombre des fonctionnaires au Maroc et en Tunisie à la période coloniale. Alors, je dirais pour résumer un peu mes propres préoccupations que je suis parti plutôt d'une histoire administrative, c'est-à-dire une histoire de l'État au Maghreb, pour aller de plus en plus, les chercheurs normalement changent de sujet de recherche au fur et à mesure, surtout après la thèse, vers des questions plutôt d'histoire économique, mais qui sont deux façons, disons, d'unir la même problématique qui me préoccupe toujours, qui est celle de mesurer le poids de l'État dans les sociétés maghrébines, particulièrement le Maroc et la Tunisie, sans exclure l'Algérie. Et je dis bien les États, qui est donc dans le titre de mon intervention, parce que c'est à la fois les États de différents pays que je viens de citer, mais c'est aussi les États coloniaux, mais aussi les États locaux, les monarchies protégées, et pas uniquement les administrations coloniales. Alors, je m'explique. Comme vous savez peut-être, mais je rappelle, le Maroc et la Tunisie ont été placés sous un statut spécial qui n'est pas celui de la colonie algérienne, où administrativement la colonie algérienne est assimilée juridiquement à la métropole. Le territoire algérien est considéré comme 3 départements au titre de département français, même si une législation spéciale s'applique, vous savez. Tandis qu'au Maroc et en Tunisie, en 1880 pour la Tunisie, en 1912 pour le Maroc, les souverains qui régnaient sur ces États, le sultan du Maroc, le bey de Tunis, sont placés sous protectorat de la France, signent sous la contrainte des armes des traités de protectorat, où ils conservent une partie de leur souveraineté, notamment intérieure, et donc une partie assez vaste en vérité de leur administration, notamment pour ce qui est de l'administration du culte, l'organisation d'une partie de la sécurité, un ensemble de services publics, le maintien aussi de leurs cours et de leur ministère, mais délèguent une partie de leur souveraineté plutôt extérieure à la France, notamment
les affaires militaires, les affaires diplomatiques et, en vérité, dans la pratique, les affaires financières. Donc, on a des États dédoublés entre, d'un côté, une administration coloniale qui se consacre à des questions de stratégie d'exploitation du pays, les finances publiques, les travaux publics, le maintien de l'ordre, des questions aussi plus tard d'instruction publique, j'y reviendrai peut-être, et des monarchies anciennes, qui datent, disons, du début du XVIIIe siècle pour sa partie indépendante en Tunisie, du XVIe siècle pour le Maroc, qui continuent à administrer avec leurs fonctionnaires, leurs serviteurs, une grande partie de l'État. Je fais partie d'une génération d'historiens du Maghreb qui ne veut pas limiter sa réflexion uniquement, même s'il semble à la seule sphère coloniale et donc aux archives en langue française, mais recours, et vous allez voir que je reviendrai, à des archives de langue arabe, y compris pour comprendre à nouveau frais cette période coloniale. Puisque la question de départ, qui est comme souvent assez simple, était de me dire, mais jusqu'à présent, quand on lisait la bibliographie, et j'espère ne pas trop la caricaturer, on considérait que le protectorat était une forme de domination coloniale qui, à la fin, malgré ses effets juridiques cité, revenait à une administration directe comme en Algérie. Et que les monarchies qui étaient maintenues au Maroc et en Tunisie avaient une fonction ornementale, décorative, mais qu'en vérité, le poids du contrôle de la France s'exerçait de la même façon. Donc il y avait une façade qui était les États des Bey et de Tunis, qui n'était qu'une façade, qui était un décor, inanimé. Et ma question était, à partir des sources de ces monarchies produites par ces acteurs, donc en langue arabe, pour l'essentiel mais pas seulement, est-ce qu'on peut réévaluer le rôle de ces monarchies sous la période coloniale? Est-ce qu'ils continuent à gouverner en fait une partie du pays? Qu'est-ce que ça change finalement qu'elles aient été dans un cadre colonial? Quel rapport de force se met en place? Est-ce qu'il y a des forces de résistance? Est-ce que des réformes sont continuées? Et en fait, à la fin, ma thèse stricte, c'est-à-dire ce que j'espère avoir démontré, c'est qu'il y a certes, les monarchies ont été l'instrument de la domination coloniale en grande partie, puisqu'elles ont servi de relais, comme dans d'autres situations, au gouvernement de la France, mais qu'elles ont continué à animer en leur sein des réformes qui poursuivaient des réformes politiques qui étaient entamées dès le XIXe siècle. Et un des arguments forts de ma démarche en général, c'est de connecter la période coloniale et le XIXe siècle qui le précédait. Et aussi, à partir d'un certain moment, notamment les années 30, même dès les années 20 en Tunisie, des résistances en leur sein contre la colonisation. Donc, dans un récit national qui avait tendance à considérer que ces monarchies étaient finalement en grande partie des collaboratrices, sauf peut-être pour le trône marocain qui s'est converti à la cause nationale au bon moment, disons, il y avait une forme, non pas de réhabilitation, mais en tout cas de mise en lumière de ces résistantes plus discrètes qui ne se résumaient pas à celle du mouvement national. Bon, c'était pour vous présenter un peu le cadre d'ensemble de ma recherche initiale qui a donc donné lieu à la soutenance de cette thèse en 2019. Désormais, disons qu'à partir de cette question qui était surtout une question d'histoire des fonctionnaires, d'histoire des institutions publiques, et je voulais voir, parce que vous savez, on a une grande question historique, mais en vérité, derrière les grandes questions historiques, il faut bien qu'on trouve des objets, des points d'observation, des terrains sur lesquels on va entraîner ces questions. Là, ma question était si vaste qu'il fallait en sélectionner certains. Et ce qui est apparu assez vite, c'était la question des fonctionnaires. Quel est le statut des fonctionnaires des monarchies marocaines et tunisiennes par rapport aux fonctionnaires français, aux fonctionnaires coloniaux? Quel rôle jouent-ils en fait dans l'administration du pays? Est-ce qu'ils sont vraiment mis de côté? Est-ce qu'ils continuent à exercer des fonctions? Quelle est leur importance à la fois politique, mais aussi numérique, ce qui rejoint nos préoccupations? Et à partir de cette question-là sur les fonctionnaires, je me suis ensuite demandé plus généralement, puisqu'une des conclusions de la thèse était qu'en fait, ces fonctionnaires constituaient le principal visage de l'État au Maroc et en Tunisie, c'est-à-dire que quand vous étiez un Marocain et un Tunisien de base, pour ainsi dire, le premier visage de l'État, l'administration, c'était des fonctionnaires marocains et tunisiens avant d'être des fonctionnaires français. Donc, ils avaient un rôle d'interface, de médiation particulièrement fondamental. Et donc, je me suis interrogé ensuite pour un projet de recherche que j'ai présenté au CNRS et sur lequel j'ai été élu, donc j'ai été recruté au CNRS sur ce projet, sur l'assistance aux pauvres, les rapports entre l'État et la société, saisis à travers l'assistance aux pauvres. Comment l'État intervient ou n'intervient pas dans la vie économique, dans la vie sociale de ces sociétés, pour aider les pauvres, pour aider dans certains cas à, non pas à résoudre, mais en tout cas à atténuer les effets de la pauvreté, que vous savez, un problème social, politique, économique majeur
encore aujourd'hui, de 3 États du Maghreb. Et dans les 2 cas, je cherche à chaque fois à essayer de voir comment des formes, des pratiques administratives de l'État colonial, importées de la métropole, s'imbriquent avec des pratiques plus anciennes, héritées du 19e siècle pour la plupart, dans la lignée, si vous voulez, d'une historiographie représentée par Emmanuel Lefebvre, qui a publié un numéro dans les Annales récemment sur ces questions d'enchevêtrement et de temporalité. Le numéro s'appelait « Remettre le colonial à sa place », c'est-à-dire qu'en fait, dans un pays colonisé, l'arrivée des Français ne constitue pas des Français de notre pays ne constitue pas le début de l'histoire, mais s'inscrit dans des continuités, dans des mouvements qui travaillent déjà ces sociétés et où il y a des hybridations qui se forment entre ces deux mouvements, si vous voulez, en quelque sorte. Alors, la question générale que posent les chiffres, puisqu'on y revient dans ce séminaire pour moi, est double. C'est d'abord la question de si on le disait de manière un petit peu compliquée, de la lisibilité du social, c'est-à-dire la capacité de l'État à connaître et à déchiffrer la société. Est-ce que, peut-être que j'imagine que vous l'avez vu au début, tous ces constats qui ont été formulés par Alain de Rosière en France sur le gouvernement des nombres, sur la mise en chiffre des sociétés, est-ce que ces constats peuvent s'appliquer au Maghreb, où les États sont réputés extérieurs à la société, parfois ethniquement, c'est le cas des anciennes provinces ottomanes de l'Algérie et de la Tunisie, parfois aussi des États superficiels, c'est-à-dire qu'ils dominent certaines parties de leur royaume, mais pas tout, ou alors d'une gouvernance coloniale qui, on le sait maintenant, est plus hasardeuse ou épisodique qu'on ne l'a voulu croire pendant longtemps. Ça, c'est la première question, toujours une question générale, transhistorique, qui concerne le 19e et le 20e siècle. Pour le 20e siècle, plus spécifiquement, et je sais que c'est un séminaire qui s'intéresse aux empires coloniaux, c'est donc une question pour l'État colonial, qui est une vieille question, je parle d'historiographie, de sa capacité de médiation, de contact, sa connaissance des populations dominées, son besoin de relais, et les sources d'informations qu'il tire pour informer ses politiques publiques sur les populations dominées. Donc, à partir de ces 2 questions générales, il y a donc 2 objets que je vous présenterai ici. Je vous distribue d'ailleurs, j'ai préparé une petite bibliographie sur l'ensemble, que je commenterai au fur et à mesure, mais comme ça, vous avez une trace écrite. Même au CNRS, on sait la pédagogie. Et avec donc deux objets dans cette publication. La question du nombre des fonctionnaires, je vais y revenir dans un instant. D'après l'article dont on a parlé, ah oui, je vous ai envoyé mon cours d'hier, voilà, sur la fabrique des États-nations, c'est autre chose. Donc le nombre des fonctionnaires. Et deuxième objet, l'évaluation du niveau de vie. Ou on pourrait dire aussi la mesure de la pauvreté. Dans quelle mesure les États du Maghreb, du Maroc et de la Tunisie aussi, de l'Algérie, connaissent le nombre de pauvres, établissent à quel moment on est pauvre, établissent le niveau de vie, c'est-à-dire les besoins essentiels que la population a besoin de satisfaire, et comment elle arrive à le mettre en chiffres ou pas. Donc si on résume un petit peu ces 2 questions, combien de fonctionnaires et combien de pauvres, pour le dire de manière un petit peu rapide. Donc à chaque fois, je m'interroge dans ces 2 circonstances. Je m'interrogeais et je m'interroge maintenant. Vous avez compris que la question de la pauvreté est un travail en cours, là où disons que la question du nombre de fonctionnaires est un travail sinon achevé, au moins ancien. Je m'interroge sur la faculté des États à compter, à produire des statistiques. Et dans cette interrogation à la façon dont les monarchies comptaient elles-mêmes dans le passé, et si elles ne comptaient pas, pourquoi? Et finalement, si on devait résumer l'importance de cette question au-delà de la question même des chiffres, c'est que vous voyez bien que si on constate l'émergence, c'est ce qu'on va constater, d'un souci de la part des acteurs de l'État, qu'il soit colonial ou local, de compter à l'échelle nationale le nombre de fonctionnaires au nombre de pauvres, c'est aussi qu'on change d'échelle de gouvernement. C'est-à-dire que là où beaucoup de questions se réglaient au niveau local, au niveau des villes, maintenant deviennent des problèmes publics, deviennent des problèmes d'État. Et on est dans une dynamique disons, très très générale qui concerne toutes les sociétés du Moyen-Orient, du Maghreb, du monde, mais disons dans cette chronologie-là du Maghreb et du Moyen-Orient, qui est la question de l'étatisation de ces sociétés, c'est-à-dire de la présence accrue, de plus en plus grande, de l'État dans la vie des individus, en quelque sorte. Et alors, contrairement au titre, je ne parlais pas nécessairement beaucoup de travail, même si la question reviendra, mais je n'ai pas assez évolué sur ce chantier. Et en fait, les enquêtes que je vais vous présenter, qui sont dans la bibliographie, ne parlent pas tellement de travail, ce qui d'ailleurs en soi, une question intéressante, mais j'y reviendrai.
Alors, gouverner sans compter, c'était le titre de l'article qui a été publié par Histoire et Mesure. Alors, quelles étaient mes questions et quels enjeux historiographiques? Là, j'insisterai peut-être plus dans cette première partie sur les enjeux historiographiques et un peu moins dans la deuxième. Il y a un plan en 3 parties. Voilà. Je ne vais pas me résoudre à faire que 2 parties. Donc, la première, où je présente cette question des nombres des fonctionnaires. La deuxième que j'ai, donc, il sera plutôt, les 2 parties seront de taille égale et feront les 2 tiers ou les 3 quarts de la communication sur les enquêtes coloniales sur le niveau de vie et la question de la difficile mesure de la pauvreté. Et enfin, tout de même, une 3e partie où je voudrais prolonger un petit peu cette réflexion, parce que j'ai parlé beaucoup de l'amont des sociétés coloniales avec le 19e siècle, et je voudrais parler un petit peu de l'aval, qui fait partie de mes préoccupations qui sont plus récentes, où la question des héritages intellectuels, épistémologiques, administratifs, à travers ce qui nous est directement accessible, c'est-à-dire les enquêtes sociologiques qui ont été menées dans le contexte des sociologies nationales récentes, alors plutôt au Maroc, mais aussi en Tunisie, et que j'appelle de manière un peu théâtrale le retour des chiffres, mais la question des chiffres revient. En fait, parce que derrière ces 2 questions, il y a aussi un fil rouge, qui est la question de la démographie et du recensement. Et la question de comment on arrive aussi à recenser les populations. Alors, pourquoi, quelles étaient les questions qui se posaient pour les fonctionnaires? Quel était l'intérêt de cet objet, si vous voulez, au-delà de la question qui se posait pour la thèse, mais plus généralement pour l'historiographie, à la fois coloniale et aussi l'histoire du Maghreb. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, dans des interrogations anciennes sur l'histoire de l'État colonial, qui désormais était plutôt assimilé à un État caractérisé par la faiblesse numérique de ses effectifs, c'est-à-dire qu'on a finalement mis au jour au fur et à mesure que les sociétés impériales étaient plutôt des sociétés sous-administrées, avec un État dans le fond lui aussi superficiel. Donc là, je me fondais, je n'ai pas mis dans la biographie, mais aussi sur toute une série de choses, les travaux d'Emmanuel Saada, entre autres, qui est vraiment sans exclusive, je ne résume pas, et aussi les travaux de Béatrice Pouchelet sur la statistique impériale, et en fait, plus généralement aussi sur les apports de la nouvelle histoire impériale que vous connaissez, sur la façon dont ces empires gouvernaient la différence avec finalement peu de fonctionnaires. Ces remarques, ces avancées certaines de l'historiographie contrastaient dans mon cas avec le sentiment de donner les acteurs des mondes coloniaux marocains et tunisiens d'un monde qui lui était suradministré, d'un État colonial qui était censé s'attaquer pour la pesanteur excessive de ses effectifs, pour la présence permanente des fonctionnaires dans les discours et dans les critiques, qu'elles émanent de la société coloniale elle-même, c'est-à-dire des Français, ou même, vous le verrez, des acteurs nationalistes qui critiquent des États coloniaux obèses, trop nombreux. Et là, on retrouve un paradoxe que la thèse d'Emilien Ruiz a récemment mis en avant, qui a été publiée chez Fayard l'année dernière, qui s'appelait le livre Trop de fonctionnaires, peut-être, et qui montre que constamment en France, c'est un livre sur la France métropolitaine, il y a toujours eu ce débat sur il y a trop de fonctionnaires, et Emilien Ruiz montre très bien combien en fait ça correspond plutôt à des fantasmes qu'à des réalités. C'est-à-dire que ce n'est pas les moments où on critique le plus le nombre de fonctionnaires, mais ce ne sont pas les moments où on a le plus, où ils augmentent. Voilà, c'est un petit peu la même chose que je constatais au Maroc et en Tunisie. Il était aussi connu dans l'historiographie, en tout cas pour l'Algérie, un petit peu moins pour le Maroc et la Tunisie, que le recrutement des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires autochtones, pour reprendre cette expression coloniale, faisait partie, dans la palette des instruments de l'État colonial, de possibilités que l'État colonial avait pour développer des politiques publiques, et surtout après 1945, pour essayer d'associer, à l'heure où il est déjà trop tard, les populations dominées au gouvernement. Et on va recruter, j'y reviendrai, plus d'Algériens, plus de Marocains, plus de Tunisiens. Ça, c'est le premier champ d'intervention. Le deuxième, c'était une histoire assez développée, une période, peut-être moins vive en ce moment, je dirais, l'histoire des auxiliaires. Alors, je vous ai mis dans la bibliographie le grand classique, Intermediaries, Interpretation of Affairs, qui développait plutôt des approches qualitatives, je dirais, c'est pas un reproche, pour évaluer, pour mesurer, pour gérer le pouvoir, la place qu'avaient ces auxiliaires dans la société coloniale et les avantages qu'ils pouvaient tirer de leur position d'alliés indispensables aux États coloniaux. Voilà, disons, les 2 premiers champs d'histoire coloniale. Et il y en avait un 3e qui était là plutôt une question d'histoire des États dans le monde musulman, si on le dit un peu vite, arabo-musulman ou ottomano-musulman. Je me suis demandé
dans le fond, qu'est-ce qu'avaient dit les travaux d'histoire ottomane, les travaux d'histoire du Maghreb, une période plus ancienne, sur la faculté de ces États à compter. Et en fait, les ottomanistes sont souvent plus en avance que les maghrébistes, et avaient développé des travaux, alors je vais citer ici Gindelstein, mais il y en aurait d'autres, sur les différents recensements de l'Empire ottoman et sur la naissance de la statistique dans l'Empire, la naissance aussi de la démographie ottomane, qui est liée systématiquement à des questions fiscales. C'est-à-dire qu'à partir du XIXe siècle, notamment dans la période des Tanzimat, c'est au moment où l'État ottoman se réforme qu'il refonde sa fiscalité, et donc il a besoin de compter ses sujets, d'évaluer la production, de mettre sa société en ordre pour en tirer de meilleurs profits fiscaux. C'est ce qu'expliquent les ottomanistes. Donc, pour résumer, avec deux types de propos, deux objets qui apparaissaient à partir de ces premiers constats. D'abord que les monarchies marocaines et tunisiennes avaient visiblement pris l'habitude de gouverner sans compter, d'où l'expression du titre, c'est-à-dire qu'elles ne comptaient pas ces fonctionnaires au niveau national, mais surtout au niveau local, je vais y revenir dans un instant, en tout cas pas de la même façon. Et deuxièmement, que l'État colonial compte beaucoup les fonctionnaires français, compte aussi les fonctionnaires marocains et tunisiens, mais seulement les fonctionnaires marocains et tunisiens qu'il recrute dans ses cadres, dans son administration coloniale. Jamais l'État colonial ne compte les fonctionnaires de la monarchie. Et là, on touchait à une question qui était importante pour moi dans ma thèse, qui était celle de la définition des fonctionnaires. Parce que refuser de compter les fonctionnaires des monarchies, ça signifie refuser à ses agents, à ses serviteurs, la qualité même de fonctionnaire. C'était une façon de dire que le seul État, finalement, c'est l'État colonial. Et donc, dans un travail d'historien, j'essaie de redresser cette projection de la société qui était fausse, en grande partie, pour restituer l'importance des monarchies, qui était aussi une importance peut-être numérique. Et la question qu'il y avait à la fin, pas résolue dans le cadre de cette recherche, mais je dirais à la fin pourquoi, c'était, mais à la fin, peut-être que les fonctionnaires des monarchies sont plus nombreux que les fonctionnaires de l'État colonial. Et dans le rapport de force entre monarchie et État colonial qui m'intéressait, est-ce que cette donnée numérique est importante? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une domination qui est aussi une domination statistique démographique? Ça, c'est un petit peu la grande question de l'article, qui est encore une question ouverte. Et là, une des conclusions, c'est que pour l'instant, même si on pourrait, mais ce serait tout un travail en soi, il faudrait compiler toute une série de données pour restituer la réalité statistique. Alors, à partir de là, je me suis donc mis à mes tableaux de chiffres que j'avais repérés au fur et à mesure de mes recherches et qui étaient présents sous différentes formes. Mon ambition, que je trouvais à l'époque légitime et même réaliste, dans le cadre d'un article, aurait été de prendre toutes les données que j'avais réunies de manière ponctuelle, où les fonctionnaires, à une année, à l'instant T, recensaient tant de fonctionnaires dans les cadres coloniaux, de restituer, en compilant toutes ces séries, une évolution statistique générale des fonctionnaires marocains et tunisiens, en associant, disons, différents types de séries. J'aurais pu compiler plusieurs chiffres, parce que contrairement d'ailleurs à l'évolution du prix ou à l'évolution de type, il n'y a pas d'inflation. Un fonctionnaire avec une unité numérique qui ne change pas des années 1920 aux années 1950, ce qui est beaucoup plus difficile quand on compare les prix ou des dépenses publiques, parce qu'il faut toujours ramener à l'indice. Mais l'INSEE a de bons outils pour faire ça assez facilement, pour ramener le niveau du franc de l'année X à l'année Y. Mais en fait, je me suis confronté à des difficultés insurmontables, à des incohérences de chiffres profondes. Pour le besoin du séminaire, je suis revenu là-dessus. Quand je comparais les chiffres, ce n'était même pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Par exemple, pour l'année 1954, dans deux types de sources différentes, je trouvais une source qui affirmait qu'il y avait environ, je n'ai pas le détail exact, 25 000 fonctionnaires en Tunisie, et une autre source pour la même année qui comptait 20 000 Français et 21 000 Tunisiens. Donc on avait quasiment un rapport du simple au double. Mais dans aucun des deux cas n'était précisé en fait qui on comptait, si on comptait que les Français, que les Tunisiens, bon, ça généralement ils le précisent, mais en fait aussi quel type de fonctionnaire on compte. Et là, on rentre vraiment dans la complexité administrative des États tunisiens et marocains à laquelle je me suis confronté, mais qui est en général d'ailleurs la difficulté des États de l'époque. Alors pourquoi? D'abord, on rencontre cette notion qui est bien connue des historiens des chiffres, l'anachronisme des séries longues, c'est-à-dire qu'on a du mal à mettre en chiffres sur des temps différents, des catégories qui elles-mêmes changent, et ces catégories, en fait, c'est le statut des fonctionnaires.
il y a les fonctionnaires titulaires et non titulaires. Au sein de ces fonctionnaires non titulaires, il y a des fonctionnaires temporaires, auxiliaires. Dans le cadre des protectorats, il y a ce qu'on appelle les cadres principaux, il y a des cadres intermédiaires, il y a des cadres latéraux. Bref, il y a toute une nomenclature administrative qui généralement est destinée à subordonner les fonctionnaires marocains et tunisiens dans des statuts inférieurs, mais une nomenclature qui change. Donc, on ne parle pas toujours de la même chose en fonction des différentes périodes. Il y a aussi, on pourrait ajouter les fonctionnaires qui sont détachés du cadre métropolitain dans le protectorat, et puis à la fin, il y avait aussi les fonctionnaires des monarchies, si elles étaient comptées ou pas. Bref, les chiffres mettaient au jour le millefeuille administratif, la complexité de ces états dédoublés, tels que, par ailleurs, j'ai essayé de les comprendre dans ma thèse, mais je me souviens, ça m'a un peu rassuré, que j'avais lu une note d'un fonctionnaire justement qui arrivait de la métropole dans les années 50, qui disait, mais on met des mois pour se familiariser avec la complexité administrative de ce type d'état. Alors, j'ai donc dû revoir mes ambitions à la baisse, et je suis quand même arrivé, parce que c'est une histoire à mesure, il fallait quand même qu'il y ait des chiffres, présenter quelques évolutions, je vous en ai présenté quelques-unes, à partir de tableaux uniques, ou peut-être même de 2 tableaux, mais en tout cas, je restais dans un référentiel d'une source, où j'étais sûr qu'eux, ils comptaient les mêmes personnes, si vous voulez. Donc là, par exemple, je vous ai mis ce tableau qui est dans le... pas très bien, qui est dans mon article, où alors on voit qu'on distingue à la fois français titulaire, français auxiliaire, marocain titulaire, marocain auxiliaire. Alors, auxiliaire, c'est un statut, je ne suis pas encore fonctionnaire pour le faire, donc je ne sais pas si c'est très difficile, mais le titulaire, c'est un peu le mieux, c'est-à-dire que vous êtes fonctionnaire, pas normalement trop attenté à votre emploi. Auxiliaire, c'est-à-dire que vous êtes recruté pour une période plus brève, vous n'avez pas les mêmes avantages financiers, vous n'avez pas la même protection juridique, bon, c'est un statut inférieur. Ou vous ne serez pas surpris de constater qu'on trouve beaucoup à la fin de Marocains, mais aussi beaucoup de Français dans les années 30, avec une proportion qui diminue. Mais là où la proportion de Marocains titulaires stagne, elle augmente chez les auxiliaires. En fait, on voit que les politiques d'accession des Marocains à la fonction publique coloniale, c'est surtout par ce statut-là qu'elle se fait. Ce qui était intéressant de comparer avec la Tunisie, où là, je n'ai pas trouvé la même ventilation par titulaires et auxiliaires, mais en tout cas, on pouvait remarquer que le nombre de Tunisiens titulaires, lui, augmente très nettement jusqu'à atteindre la moitié des effectifs dans les années 50. La moitié des effectifs de l'État colonial tunisien étaient composés par les Tunisiens dans les années 50, ce qui est déjà en soi un résultat assez important. Alors, on y voit, si vous voulez, non pas quelque chose de surprenant, parce que c'est juste marqué dans la thèse, qui sont d'ailleurs en partie connus de l'historiographie, notamment par les travaux de Pierre Vermeuren. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a une élite, même généralement une classe moyenne qui est formée plus précocement aux Français, aux méthodes de l'enseignement dit modernes, grâce aux réformes de l'État tunisien dès le 19e siècle, le collège Saint-Pétri à Tunis, par exemple. Donc, concrètement, ils réussissent mieux les concours, et s'amalgament mieux à la fonction publique française qu'au Maroc. C'était, disons, ce que révélait en grande partie ce tableau. Et enfin, dernier tableau, il y avait la question, je m'étais posé la question de la suradministration ou pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires au Maroc et en Tunisie par rapport au nombre d'habitants? Là, je pense que ce n'est pas la mesure statistique la plus spectaculairement fiable que l'histoire et mesure est proposée dans son histoire, mais je mettais beaucoup de nuances dans mon article. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, on va prendre le nombre de fonctionnaires dans d'autres pays, et puis le nombre de fonctionnaires dans les 2 pays que j'étudie, et puis on va comparer avec la population. Donc, on va créer un ratio des fonctionnaires par habitant. Bon, ce tableau a quelques défauts, parce qu'en France, par exemple, on ne comptait pas les fonctionnaires auxiliaires. En Égypte, ma source ne précisait pas si on les comptait. Au Maroc et en Tunisie, il aurait fallu ajouter, mais en fait, vous verrez que ce n'est pas beaucoup de personnes, les fonctionnaires des monarchies. Mais à la fin, on arrive quand même à des tels écarts dans l'ordre de grandeur qu'on ne peut quand même pas arriver à la conclusion d'États marocains et tunisiens, spécialement sur l'administration, disons. En revanche, ce qu'on peut noter, et ça c'était aussi frappant, c'est la croissance, notamment on le voit ici, en général, au-delà de la question de la ventilation nationale, la croissance maintenue de ces États. Alors qu'on parle de contexte critique, c'est-à-dire le contexte de la crise économique des années 30, où l'État en métropole, mais aussi dans ses protectorats, demande à diminuer le nombre de fonctionnaires, parce qu'il coûte trop cher, parce que nous sommes dans un contexte de crise économique. Et il y a une rhétorique qui est employée par les fonctionnaires français sur place, consiste à dire on ne peut pas réduire le nombre de fonctionnaires au Maroc et en Tunisie, parce que nous sommes en train de construire ces pays. Ce sont des pays neufs.
sont des pays qui doivent être entièrement équipés, pour reprendre leur expression. Donc, si on diminue le nombre de fonctionnaires, on met à mal cette fonction fondamentale du Maroc et de la Tunisie qui est déjà achevée en France, en fait, dans quelque sorte. Ils disent, vous ne pouvez pas comparer des politiques publiques qui sont menées en France dans un État déjà achevé, déjà moderne, déjà développé, avec ce qui est en train de se passer au Maroc et en Tunisie. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, qui est plus tactique, c'est-à-dire la prépondérance de la France dépend aussi de la prépondérance démographique de l'administration. Si on diminue le nombre de fonctionnaires français, on risque de ne pas avoir de quoi tenir le pays, en quelque sorte. Voilà, c'est donc, disons, les deux constats d'ordre quantitatif. L'article se penchait aussi, là, dans une veine disons, plus connue, sur les usages politiques de ces chiffres, naturellement. Alors, je vous ai mis dans la bibliographie l'ouvrage de tout début de distinguer les sources primaires et les sources de la littérature, l'ouvrage de Habib Sameh, Cette Tunisie, les Tunis, c'est là où je vois d'ailleurs que les titres en arabe sont inversés, donc ce n'est pas très grave, les éventuels arabisants, qui est un des manifestes coloniaux écrits en langue arabe les plus connus de la part d'un nationaliste tunisien, qui est une grande figure du parti Destour, qui a été fondé en 1920, donc Destour, proche de Bouddha, et qui publie en 1946 une sorte d'état des lieux de la Tunisie, et où il consacre plusieurs pages à la question de l'administration. Il évoque le poids du budget sur ses fonctionnaires, enfin plutôt le poids des fonctionnaires dans le budget de la Tunisie. Il dit que les fonctionnaires représentent les 3/4 du budget tunisien, il paraît un petit peu excessif. En gros, son argument fondamental, c'est de dire que les impôts qui sont dans l'ensemble payés par les sujets tunisiens servent à payer les fonctionnaires français, qui sont surpayés. Donc, il va prendre, il cite le budget de l'année 1946 pour sortir quelques chiffres comme ça, pour montrer le poids respectif des fonctionnaires tunisiens et des fonctionnaires français. Moi, je n'ai pas retrouvé ces mêmes chiffres quand je me suis penché sur ce type de source, mais par exemple, il va dire que les fonctionnaires tunisiens ne représentent que 23% du total des allocations qui sont versées aux fonctionnaires. Il cite par administration plusieurs chiffres, là, sans donner de source. Par exemple, il dit que dans la direction de l'instruction publique, il n'y a que 13 fonctionnaires tunisiens contre 103 français. Bref, il met en avant un rapport de force numérique qui lui semble scandaleux. Et son texte témoigne à la fois d'une certaine connaissance des mécanismes de l'administration, parce qu'il dit bien que cette administration est fondée sur des privilèges réservés aux Français destinés à les attirer, à faire venir les fonctionnaires de métropole en Tunisie, à les encourager. Et en même temps, il laisse un certain flou sur les origines, disons, statistiques précises de son argumentation. Ça, c'est un exemple, on peut en multiplier, d'usage politique des chiffres par les mouvements nationalistes. Il y a aussi un usage politique par l'administration coloniale. Donc, d'abord, pour se justifier, je vous l'ai dit vis-à-vis de la métropole, parce que c'est surtout la France qui reproche au protectorat d'avoir trop de fonctionnaires. La rhétorique que je vous ai développée tout à l'heure, à l'instant. Et après, sur un autre volet qui est aussi très important pour notre travail, qui était les politiques d'accession des Marocains et des Tunisiens à la fonction publique. À un moment donné, à partir des années 1920-1930, le recrutement de fonctionnaires marocains et tunisiens dans les administrations du protectorat devient une nouvelle préoccupation, une nouvelle priorité des États. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons techniques, c'est-à-dire que de fait, les États ont toujours eu beaucoup de mal à recruter en fait des fonctionnaires, y compris des fonctionnaires de la métropole, et puis surtout pour des raisons politiques. On est dans une période où on voit que des manifestations nationalistes commencent à se faire part, que la légitimité du protectorat commence à se fissurer, et donc on se dit, pour réaliser ce qui est un véritable protectorat, il faut construire une sorte d'État binational. Donc on va recruter des fonctionnaires marocains et tunisiens pour les acculturer à nos méthodes administratives, pour leur apprendre finalement ce que c'est que l'État moderne, hein, paraphrase. Et on va commencer par recruter des fonctionnaires dans les bas échelons de l'administration, mais on fera de ces fonctionnaires des alliés. Et ils associeront à leur connaissance de la langue, leur connaissance de ces sociétés, par le fait qu'ils y appartiennent, leur fidélité à la France. Alors ça va prendre tout un train de mesures que je ne vous détaille pas, beaucoup particulièrement développé au Maroc, où en fait il y avait un retard par rapport à l'État tunisien, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'en Tunisie, on connaît mieux le protectorat marocain, parce que l'IOT, on a fait toute une publicité particulièrement tonitruante, mais en vérité, l'État tunisien, c'est le modèle de l'État marocain, parce qu'il, d'abord, il préexiste de 30 ans, et donc en fait, quelque part, le futur, enfin le présent tunisien est souvent pour les Marocains leur futur. Ils voient, avec 30 ans de retard, ce qui va leur arriver en quelque sorte.
Donc, ils se disent, l'intégration qui est supérieure en Tunisie des fonctionnaires doit être réalisée aussi au Maroc. Alors, ça passe par toute une série de mesures qu'on appellerait maintenant de discrimination positive, de places réservées dans les concours, de mécanismes pour les attirer, parce qu'en fait, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que les Marocains ne sont pas au rendez-vous. Ils ouvrent des concours, mais en fait, il n'y a personne pour pouvoir le faire. Alors, c'est très amusant ce type de document, j'en ai parlé dans d'autres articles, mais il y a toute une introspection qui est presque naïve en fait de la part des autorités coloniales, qui mais pourquoi ils ne veulent pas tenir, on ne comprend pas ce qu'elle vient. Enfin, il y a vraiment une espèce d'incompréhension fondamentale de leur absence d'attractivité. Et donc, ils attribuent à des causes psychologiques, ou parfois de manière plus lucide au fait que finalement, avant de recruter des fonctionnaires, il faut aussi les former. Donc, les retards massifs de la scolarisation au Maroc sont peut-être une des causes pour lesquelles les candidats ne sont pas assez formés pour recourir aux épreuves qui sont quand même pour la plupart en français, de la fonction française. Mais ce qu'ils ne voient pas, et c'est très clair en fait de manière générale, c'est qu'ils s'y prennent trop tard. Ça, vous savez, c'est un des grands mouvements dans l'histoire coloniale, c'est que, notamment après 1945, toutes les mesures favorables aux populations dominées en fait, arrivent dans un contexte où plus personne n'y croit. Où il y a déjà une désillusion globale et une désaffection des populations dominées vis-à-vis de ces États. Donc, il ne devient pas très attractif, si vous voulez, de travailler pour des États au risque d'être assimilé à un collaborateur. Il faut le dire un petit peu. Et dans ce cadre-là, les États coloniaux essayaient de recourir aux chiffres pour se justifier auprès de l'opinion publique tunisienne ou marocaine, auprès de la métropole, en disant « mais si, regardez, on a recruté tant, il y en a tant dans chaque direction ». Bref, il y a une production de chiffres qui était assez abondante à ce moment-là, qui explique que j'ai réussi à reconstituer ces séries pour se justifier. Mais sinon, il n'est pas certain qu'on aurait produit ces chiffres. Partent directement d'une préoccupation politique. Alors ensuite, le Marzen. Comment les monarchies comptaient ou ne comptaient pas? En fait, on ne sait pas. De manière générale, je ne sais pas. Je ne saurais évaluer, pour la période coloniale, le nombre d'États des monarchies marocaines et tunisiennes. Alors, souvent, quand j'ai ce type de questions, parce que les détails, mais il n'y a pas dans les cartons, dans les séries d'archives, cartons où il y a les archives de la monarchie, à côté des archives de l'État colonial, sont dispersées un petit peu partout, dans les directions des contrôles français, sur place au Maroc et en Tunisie, dans différentes administrations, plus ou moins bien placées. Bon, c'est compliqué, c'est difficile de reconstruire tout ce monde-là. Enfin, voilà, finalement, c'est quasiment toute ma thèse, donc je passe. Et donc, quand je cale un peu, en quelque sorte, je me dis, bon, comment ils faisaient avant? Et avant, on est un peu mieux renseigné parce qu'il y a toute une bibliographie, essentiellement arabophone, mais qui existe et qui étudie les pratiques administratives au Maroc et en Tunisie à ce moment-là. J'ai cité, on pourrait en citer d'autres, notamment le travail de Naïma Hajj-Touzani, Oumana de Maghreb. Les Oumana, alors les Oumana, c'est un nouveau corps d'intendants, d'administrateurs qui a été créé par le sultan Moulay Hassan dans les années 1860-70, consistait à répondre aux défis de l'État marocain à ce moment-là, avec un corps de fonctionnaires professionnels formés à la statistique, à la comptabilité, pour prélever les impôts, pour rationaliser un petit peu la recette fiscale qui jusqu'à présent était confiée, comme dans l'État de monde d'ailleurs, à des caïds selon le système de la ferme fiscale. Donc une fiscalité plus directe avec une administration en essor. Et bien, ce que montre cet ouvrage, c'est qu'il y a des listes. Le Marzen se soucie de dénombrer ses fonctionnaires, mais il le fait au niveau local et par un système nominatif. Donc là, je vous ai mis un autre exemple que j'ai tiré d'un fonds numérisé par une fondation marocaine, alors qu'en fait, une fondation saoudienne qui était dirigée par des Marocains, la fondation du roi Abdelaziz à Saoud, à Casablanca. Bon, c'est une longue histoire ce truc, mais bon, c'est une fondation qui est pionnière dans les humanités numériques et qui a numérisé tout un ensemble de corpus d'archives, de manuscrits aussi, et qui ont la particularité d'avoir été transcrits. Parce qu'en fait, il se trouve que je m'intéresse aussi aux humanités numériques, je dirige plusieurs projets là-dessus, où vous pouvez faire, vous avez un corpus de 15 000 manuscrits du 19e siècle marocain, en fait, de familles de gouverneurs de Fès, où vous pouvez chercher des mots-clés, ce qui est rarissime. Parce que sinon, en gros, quand vous cherchez quelque chose dans les sources de l'État marocain au XIXe siècle, il faut aller à la direction des archives royales, et on vous donne des tas d'archives classées par ordre chronologique, et vous devez tous les lire jusqu'à trouver ceux qui vous intéressent. C'est long, c'est compliqué, c'est pas facile à lire, même quand on est un arabisant plus ou moins chevronné. Et donc, alors que là, vous tapez, je ne sais pas moi,
prédime, pour dire le fonctionnaire, et là, vous tombez sur tous les documents. Et là, je n'ai même pas fait une recherche, je voulais juste faire un petit sondage, quoi. Effectivement, tomber sur des listes nominatives de fonctionnaires. Et en fait, la logique, ce qu'explique bien Naïma Haraj-Kouzani, c'est que la logique est plutôt à l'identification. Il faut savoir de qui on parle, dans des réseaux d'interconnaissance qui sont étroits, qui sont à l'échelle d'une ville, d'une administration, et qui correspondent aussi à des logiques de recrutement par famille. C'est-à-dire savoir qui vient de quelle famille, parce qu'on attribuait, dans une époque, si vous voulez, où il n'y a pas de scolarisation massive, où il n'y a pas de formation des fonctionnaires, la compétence dépendait aussi de l'origine familiale. Si vous venez d'une bonne famille, entre guillemets, une famille qui est habituée au service de l'État, vous avez des chances d'être quelqu'un de bien recruté pour le Marzen. Donc le fait d'identifier les gens, de gouverner par liste, était un mode de gouvernement du Marzen qui est en fait prolongé à la période coloniale et qui repose effectivement sur l'identification familiale et sur des critères locaux. Alors, ces listes continuent à être pratiquées, notamment dans l'administration des fondations pieuses, mais il y a de nouvelles pratiques aussi qui interviennent à ce moment-là, à partir du moment aussi où des ministères se constituent, développent une administration, notamment les ministères des fondations pieuses au Maroc et en Tunisie, ou qui vont tenir des comptabilités à l'échelle nationale de tous leurs fonctionnaires. Ça, c'est à partir du moment, en fait, où vous salariez de plus en plus de fonctionnaires, c'est-à-dire que vous distribuez un salaire relatif à tous ces fonctionnaires, vous tenez la comptabilité à l'échelle du ministère. Et donc, vous comptez le nombre de fonctionnaires. C'est ce qui arrive notamment dans le ministère des fondations pieuses. Alors, les fondations pieuses, en fait, c'est les habous, que vous en avez déjà entendu parler. En gros, c'est les fondations qui sont des services publics qui remplissent une série de missions utiles à la communauté, l'entretien des mosquées, le salaire des agents du culte, l'assistance aux pauvres, l'hygiène publique, voilà, des choses comme ça. Et ben c'est comme ces administrations avaient commencé à croître au XIXe siècle, mais vraiment sont constituées en ministère à l'époque coloniale, elles comptent leur nombre. Ça, c'est la première raison. Deuxième chose, les fonctionnaires prennent aussi l'habitude de se compter eux-mêmes pour peser dans la lutte sociale. Alors, c'est la pratique de la pétition, mais c'est aussi la pratique du dénombrement, qui consiste à dire, là, c'est une pétition de 1919, donc des fonctionnaires de l'administration des Awqaf, des fondations pieuses, que je tire des archives nationales de Tunisie, où ils disent, nous, on est tant. D'ailleurs, après, ils affichent une signature importante, et on est tant à dire que notre chef est tyrannique. C'est une dénonciation de la tyrannie de leur chef tunisien, d'ailleurs. Ils écrivent au ministre pour s'en plaindre. En fait, c'est un exemple que j'aime bien, qui est intéressant, parce que là, c'est assez impressionnant, toutes ces signatures. En fait, il y a un autre document qui dit après que, en fait, il s'agit de la feuille de présence de l'administration du bureau du matin, et les pétitionnaires ont pris la feuille de présence et ont rédigé au verso la pétition, en faisant croire que la feuille de présence était en fait une signature qui valait pour la pétition. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu marginal, mais vous voyez à la fin comment la pratique du comptable se répand dans l'administration. Et finalement, et c'était une des conclusions de l'article, la définition du fonctionnaire est d'abord une définition fiscale. Un fonctionnaire, c'est d'abord quelqu'un qui est inscrit au budget de l'État, qui n'est pas payé par le système de l'affaire fiscale ou par ses administrés, comme c'est le cas de beaucoup de fonctionnaires dans les différentes monarchies. Mais c'est un fonctionnaire qui est donc rémunéré par le budget de l'État, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va. Donc là, on a une définition vraiment fiscale, financière de fonctionnaire qui s'impose dans ce domaine. Et qui est lié à un mouvement d'étatisation. Alors, si je passe maintenant à la deuxième partie, sur les enquêtes coloniales. Donc, je crois que je parle d'une heure. Ok, jusqu'à 20. Alors ensuite, dans mes nouvelles recherches, je me suis dit, partant donc de cette confusion, de cette impression statistique que j'avais constatée dans ma thèse, quid de la mesure de la pauvreté par ces mêmes États à l'époque coloniale, pour ne rester qu'à celle-là, même si en fait mon projet commence au XIXe siècle. Ce que je vais, donc là en fait, je vous parle d'un petit travail que je vais donner lieu à l'application, proposition d'un article pour le mouvement social dans le cadre d'un numéro sur les enquêtes sociales. En fait, c'était une commande, on m'avait demandé, est-ce que sur ton terrain, il y a des enquêtes sociales, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces types d'enquêtes qu'à partir du XIXe siècle, les philanthropes ou les administrateurs vont mener auprès des pauvres pour mesurer leurs besoins, mesurer leur nombre. Est-ce que c'est des techniques qui sont appliquées dans des territoires coloniaux au Maghreb? Alors, bonne question, la réponse est oui, mais quel type d'enquête, quel type de résultat? Ça, c'était ma question. Ce qui est apparu de manière très forte tout de suite dans les documents que j'ai réussi à rassembler, c'est le lien très fort entre enquête et administration.
jusqu'à l'indépendance, c'est l'administration coloniale qui commande et qui essaie d'en tirer quelque chose. Et qui va mesurer, dans ses enquêtes, différentes variables de la pauvreté, en mesurant les budgets, l'alimentation, le logement, l'habillement, selon des variables, en fait, avec des effets de seuil pour savoir si, en gros, les gens sont dans le dénuement ou pas. La variable aussi du travail compte beaucoup, c'est-à-dire, parce qu'à partir des années 30, il y a un grand phénomène qui fait son apparition dans le système américain, c'est le chômage. Et la pauvreté, c'est et vite associé au chômage dans un contexte où jusqu'à présent, ce n'est pas le principal problème, même s'il existait, des populations marocaines. Alors, je me suis posé la même question pour les comptages. Je me suis dit, mais dans le fond, comment les monarchies comptaient la pauvreté jusqu'à présent? Ce n'était pas du tout une façon qui était indifférente, au contraire. Parce que, si vous voulez, pour résumer, il y a deux visages de la pauvreté dans les sociétés maghrébines au XIXe siècle. Il y a la pauvreté structurelle, c'est-à-dire en gros des populations qui sont là, eux, empêchées de travailler, les vieillards, les infirmes, les fous, les orphelins, qui là sont à la charge de la communauté publique quand il y a beaucoup de familles. Donc là, il y a des dispositifs d'assistance religieuse qui les accueillent plus ou moins bien dans des asiles. Et là, les fondations pieuses jouent leur rôle à plein. Et puis, il y a la pauvreté plutôt conjecturelle, où, dans des cas en fait, très fréquents de famine, de sécheresse, de crise agricole, de crise climatique, eh bien, les paysans n'ont plus de récolte, perdent leur travail par le fait, et donc sont jetés sur les routes pour chercher de quoi se nourrir dans les villes. Et donc, on a des famines encore au Maroc jusqu'aux années 1870-1880. Les gens littéralement meurent de faim. Et c'est dans ces moments-là que l'État doit faire quelque chose pour empêcher le chaos généralisé, essayer de sauver des vies. Et le Marzen avait tout à fait, le Marzen c'est le nom de l'État du sultan pour le Maroc, avait conscience de cette part, était tout à fait actif sur ce plan-là. Alors là, je n'ai pas assez enquêté sur le 19e siècle pour avoir des idées aussi nettes que les fonctionnaires, mais ce qui m'est apparu, c'est que les mêmes logiques locales prévalaient. C'est-à-dire qu'on comptait le nombre de pauvres à l'échelle d'une fondation pieuse, à l'échelle d'une ville, en tenant là aussi des listes, qui sont en fait des listes de bénéficiaires, avec la famille Intel, la veuve Intel, voilà, qui avait le droit à la distribution à un pain par jour par cette fondation pieuse. Donc là aussi, dans des logiques administratives, de distribution en fait, des subsides, en fait, plus souvent de vêtements ou de pain. Mais, à ma connaissance en tout cas, mais ça c'est toujours une question difficile, il n'y avait pas de raisonnement à l'échelle nationale sur, voilà, là aujourd'hui au Maroc, combien il y a de pauvres, et de même, mais ça je me fonde plutôt sur d'autres travaux, dans d'autres types de sources comme les chroniques, des choses comme ça, c'est-à-dire les chroniques historiques, c'est-à-dire les historiens marocains tunisiens de cette époque-là, eux-mêmes ne chiffraient pas, évaluaient, disons, des mouvements d'ampleur, ils disaient, bah là, par exemple, la moitié de la population est morte, comme ça, mais n'étaient pas, oui, mais ils étaient plutôt dans des ordres de grandeur que dans des mesures précises. Mais parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à un besoin de la part de l'État. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de système d'allocation généralisé à ce moment-là. Il n'y avait pas d'ailleurs non plus à la période coloniale. À la période coloniale, je dirais que tout part d'un désir des administrations de mesurer les conséquences de la crise des années 1930. Sur fond, d'abord et avant tout, de la mesure du niveau de vie des Européens. Il faut de savoir qu'il y a un degré de paupérisation de la population européenne, qui n'est pas uniquement une population du monde privilégiée, mais qui compte aussi des classes plus populaires, plus modestes, ce n'est pas la majorité. Et ensuite, en généralisant cette réflexion aux Marocains, aux Tunisiens, aux Algériens. Alors, les premiers outils que l'État a à sa disposition pour mesurer la pauvreté, c'est d'abord ce qu'il appelle les indices du coût de la vie, en fait, les indices des prix. Est-ce que les prix ont augmenté? Parce que pour les systèmes de régulation économique, on est quand même dans des contextes, on oublie parfois, où l'État pèse beaucoup sur l'économie. On n'est pas tous les systèmes libéraux, les systèmes coloniaux. L'économie est très contrôlée, l'économie protectionniste, voilà. Les prix aussi sont surveillés, voire contrôlés, ça dépend des périodes. En gros, ils mesurent la différence du coût de la vie, un peu comme ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que pour avoir tant de quantité de pain pour se nourrir, bah, ça coûte plus cher en 1936 qu'en 1934. Et à partir de là, ils essayaient d'établir des budgets par type de famille. Alors voilà, un ménage ouvrier, que j'ai mis ici, là par exemple, vous voyez, quelques budgets de travailleurs indigènes, 1937. Eh bien, vous voyez, il y a les dépenses d'alimentation mensuelles, donc la quantité en orge, en maïs, en farine, voilà, peu importe, en thé, Marocains consomment beaucoup de thé, notamment dans les classes, en fait, tous frappés par ça, ils en parlent tout le temps.
Et puis les autres types de dépenses, bon, en gros, de quoi a besoin une famille pour vivre. Voilà. Alors, la question, c'est comment ils arrivent à ces chiffres. Parce que procèdent à des enquêtes, mais dont l'approximation apparaît aussi dans le cadre de leur typologie, si vous voulez. Là, vous avez un autre exemple dans un article qui est aussi rédigé par un fonctionnaire du Marzen marocain, Ahmed Bahmini, qui aura des fonctions ensuite au Maroc, dans les années ministérielles au Maroc, après l'indépendance, aussi un petit peu avant, où là, c'est un des meilleures représentations graphiques que j'ai trouvé. Vous voyez un peu ce qui les préoccupe, c'est-à-dire en fonction du niveau de revenu, quelle est la part de votre budget consacré, par exemple, vous ici, à l'alimentation. C'est la part. En fait, plus votre budget est faible, ça c'est la loi d'Engels, plus la part qui est consacrée à l'alimentation est grande. Mais sinon, en fait, on peut constater qu'il y a aussi des espèces de deux classes qui montrent aussi, à mon avis, des problèmes de précision. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 catégories. La part de l'habillement, c'est peu de choses pour les 3 premières catégories, et c'est un tout petit peu plus pour les 3 dernières, mais il n'y a pas de relation, si vous voulez, croissante entre les deux. La grande enquête, c'est celle que je cite dans la biographie d'Ofer et Maurice. C'est vraiment le travail fondamental, et tout commence beaucoup au Maroc, où vraiment ils développent des méthodes qui s'inspirent aussi déjà développées par le Bureau international du travail, par exemple, par des organisations internationales, pour mesurer ces budgets. Et en fait, comment on mesure ces budgets? Ils vont voir les individus et ils leur demandent de consommer combien par semaine, par mois, de quantité de pain, de thé, de viande, etc. La conclusion à laquelle ils arrivent, qui ensuite sera discutée, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien, il n'y a pas nécessairement de lien entre le niveau de vie, c'est-à-dire le niveau de vos dépenses, et votre niveau social, votre niveau de revenu. En gros, ce qu'ils disent, c'est que tous les Marocains, quelle que soit leur classe sociale, ont à peu près les mêmes besoins. Ce qui les frappe beaucoup. Et parce qu'ils constatent qu'en fait, il y a une sorte, ce qui est une lecture très propre aux autorités coloniales marocaines, une espèce de pesanteur de la société marocaine qui n'évolue pas, qui ne change pas ses besoins, donc une espèce de société archaïque, en quelque sorte, qui reste enfermée dans des besoins assez rudimentaires, et qui, même au contact de la société européenne, ne s'est pas pris de fantaisie de désirer d'autre chose que ce dont elle a besoin rigoureusement. Ça, c'est leur conclusion. Mais qui est aussi une conclusion intéressée, parce que jamais ces enquêtes, à ce moment-là, ne s'interrogent sur les conséquences de la colonisation et les causes de la pauvreté. En fait, les causes de la pauvreté, c'est les pauvres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de vie bas parce qu'ils ne désirent pas plus. En fait, leur conclusion, c'est que la crise n'est pas si grave, parce qu'en fait, même si les prix ont augmenté, les salaires aussi, avec l'inflation, et donc il n'y a pas vraiment de... Il y a une pauvreté certes structurelle, mais qui est supportable. En fait, c'est à peu près ça leur conclusion. Et dès qu'on parle en fait des manifestations plus précises de la pauvreté, on passe au qualitatif. On passe à des petites excursus biographiques, à des familles types, à un budget type, de personnes dans la gêne, parce que tout d'un coup, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de chômage, mais on renonce tout de suite au quantitatif. En gros, leur conclusion, c'est que le quantitatif ne nous instruit pas sur la différence des niveaux de vie. Alors, d'ores et déjà, par rapport à ces enquêtes des années 30, on peut constater plusieurs lacunes. Plusieurs lacunes, d'ailleurs, qui ne sont pas constatées rigoureusement tout de suite par les auteurs eux-mêmes. Ils le seront davantage par la suite. Alors, quelles sont les lacunes? D'abord, c'est surtout des enquêtes qui se consacrent au cadre urbain. Tout ce qui est le monde de la campagne, qui constitue 80% de la population marocaine nigérienne, est mal connu, est mal évalué, parce qu'en fait, dans le budget d'un paysan, d'un agriculteur, d'un fellah, qui soit lui-même propriétaire de sa terre ou pas, l'essentiel de sa consommation alimentaire, c'est de l'autoconsommation. Il mange sur sa terre. Ça, c'est très difficile à chiffrer. D'ailleurs, ils le font mal, généralement, ou pas. Ensuite, il y a la question du travail domestique, du travail des femmes, notamment. En fait, on parle de société, ça maintenant c'est connu, où toutes les femmes travaillent, elles travaillent beaucoup, pour subvenir aux besoins du foyer. Alors, c'est des types de travaux, si vous voulez, domestiques, c'est-à-dire que ça va être un peu de petit artisanat ou des choses comme ça pour avoir des revenus complémentaires. Ça peut être aussi évidemment du travail dans les terres, c'est aussi du travail à l'usine. Et ça, le travail des femmes est très mal mesuré. Et enfin, il y a tout un monde d'assistance, de revenus complémentaires, de solidarité tribale, familiale, rurale, de solidarité religieuse, le phénomène de dons, de zakat, d'aumône ou de sadaqa, de générosité, ne peuvent pas être évalués dans ce cadre-là. Les entrées de sites plus officiels, institutionnels, c'est-à-dire vous avez parlé des fondations pieuses, mais aussi les sanctuaires, les tombeaux des saints, les zéouïas, les confréries, qui distribuent généralement de l'argent aux pauvres. Bref, une série de
mécanisme qui explique que les pauvres, malgré la modestie de leurs revenus, voire parfois leur inexistence, arrivent à survivre. Donc là, on est dans un contexte épistémologique où le chiffre est d'abord mis au service d'une interprétation de la société qui est en fait une interprétation qu'on doit à Lyotet, d'une société à la fin réputée immobile et qui est séparée de la société européenne qui se développe de manière autonome. Mais à la fin des années 30 en particulier, vous savez que le Front populaire exporte une partie de sa législation sociale en Afrique du Nord, et là on commence à développer aussi des enquêtes plus précises pour fixer par exemple un salaire minimum. À quel niveau on va fixer un salaire minimum, comme la métropole nous le demande, puisque les Marocains, les Tunisiens les années dernières ont un niveau de vie plus faible, donc on ne va pas non plus mettre un salaire minimum très élevé, qui serait superficiel, superprédatoire par rapport à leurs besoins réels. Donc ça, ces évolutions préparent le véritable tournant qui a lieu en 1945, comme beaucoup de choses. Là, c'est très frappant. Je ne me lasse pas moi-même d'être frappé par la, quel que soit le sujet, par la violence de cette rupture, en fait, en quelque sorte. Alors qu'il n'est pas forcément 1945, mais qui, je dirais, commence même dès 1941-1942, de manière très intéressante, dès la Seconde Guerre mondiale. Et là, je reprends un petit peu les conclusions du directeur de thèse pour la horizontale sur l'INED, c'est l'Institut national des études démographiques, qui est juste là, tout à fait à 2 pas maintenant. Et Plan horizontal explique que la plupart des grandes transformations de l'INED commencent dès le régime de Vichy. Et bien, souvent, alors c'est une hypothèse qui appelle d'autres exemples, mais souvent c'est le cas aussi dans les protectorats et dans les colonies. Beaucoup des innovations, en fait, commencent avant le général de Gaulle, avant la France libre, pour vous dire les choses. Alors, quelle est cette rupture? C'est, selon l'expression des anthropologues, de façon particulière, la barrière de l'intolérable change. C'est-à-dire que tout d'un coup, les enquêtes disent mais on ne peut pas vivre décemment avec ce niveau de revenu. Là où, jusqu'à présent, le raisonnement était de dire bon, s'ils vivent comme ça, c'est parce qu'ils ont toujours vécu comme ça et ça leur convient. Là, il y a quelque chose d'intolérable qui intervient et qui se redéfinit. On change les niveaux de supportabilité de la part des administrateurs coloniaux, je veux dire, des administrateurs coloniaux. Et donc, ils vont développer ces États, des politiques sociales plus ambitieuses, d'augmentation des salaires tout simplement, pour compenser ces effets de la misère. Alors, ce n'est pas évidemment la seule raison, il y a aussi, à partir de 1945, une pression de plus en plus forte des organisations internationales, des agences de l'ONU qui naissent, mais qui prennent en fait la suite des agences de la SDN, le Bureau international du travail qui traite toutes ces questions, existe avant 1945, évidemment, mais là, prend une place plus importante, et va donner des critères. En fait, là, on est au début de ce paradigme qui sera majeur par la suite, qui est le paradigme du développement. On est dans une logique où maintenant, on se dit que les sociétés sont amenées à se développer et pas à rester dans une immobilité qui serait celle de la pauvreté qu'on pensait dans les années 30. L'enquête, la majeure à ce moment-là, est très connue, c'est celle de Robert Debré, L'essence du prolétariat marocain. Là, c'est une vraie enquête très vaste qui va s'intéresser à une nouvelle classe sociale qui est composée de tous ces paysans chassés de leurs terres par l'expropriation foncière, des colons, par toute une série de phénomènes de crise climatique, de modification, disons, des mondes des campagnes, et qui vont aller chercher du travail dans les usines, dans les villes. Très facile dans beaucoup d'autres États, mais qui vont former, du fait de leur masse et de la rapidité de ces immigrations, des bidonvilles. Qui existent encore. Vous connaissez Casablanca, mais c'est une ville qui est marquée par d'immenses bidonvilles. Il y a un problème, notamment d'image, pour l'État marocain. Et ce qui va intéresser Robert Montagne, alors Robert Montagne, c'est un grand savant de la résidence générale au Maroc, un grand savant, un ethnologue d'abord de la vie berbère, c'est une grande, il va être professeur au Collège de France, c'est une grande figure de l'ethnologie des mondes musulmans à cette époque-là, c'est un grand orientaliste, c'est pas uniquement l'administrateur, c'est vraiment un savant, mais c'est évidemment un savant qui produit des connaissances dans un contexte colonial donc discutable, en tout cas avec des filtres. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est la façon dont ces individus issus d'une civilisation rurale, qu'il connaît bien, vont changer leur mode de vie au contact de la ville. Comment là, on a vraiment la naissance d'un nouveau Maroc prototypique à travers cette place. Vraiment un Maroc moderne, un Maroc neuf. C'est ça qui l'intéresse. Et lui qui l'intéresse en tant que savant, c'est-à-dire comment les cadres de la société rurale sont exportés en ville, sont modifiés, sont triés. Les solidarités tribales, par exemple, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, parfois de manière un peu excessive en vérité. Et ça rejoint après une politique du protectorat plus général,
du protectorat et de l'administration algérienne, qui est de se trouver de nouvelles clientèles, en fait, en quelque sorte. À un moment où les États coloniaux sont extrêmement contestés de toutes parts, ils se disent il faut qu'on trouve des nouvelles bases sociales, de nouveaux alliés, puisqu'on voit qu'il y a des classes sociales, notamment une élite qui occupe des fonctions libérales, qui a été formée parfois dans les écoles françaises, qui s'oppose à nous, eh bien, trouvons une nouvelle base sociale, et cette base sociale, ça peut être ce prolétariat, qui est déraciné de sa société actuelle et qui donc cherche des repères. Il faut l'attirer à nous, en quelque sorte. Ça, disons, c'est un peu le cadre, si vous voulez, les politiques de ces nouvelles enquêtes sur le prolétariat. Alors, qu'est-ce qu'elles montrent, ces enquêtes? D'abord, un vrai tournant méthodologique dans la façon de collecter les données et donc les chiffres. D'abord, c'est l'enquête directe qui se fait aussi beaucoup dans les langues. Jusqu'à présent, alors pas tellement chez Robert Montagne, mais ça se voit plus dans une autre enquête que j'ai citée ici, qui est celle de Léon Robin, c'est-à-dire qu'on va voir les individus, à mon avis, de manière. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas toujours dit, mais la plupart des budgets là, que j'ai mis ici sont établis maintenant, été établis pardon, dans les années 30, à mon avis, indirectement, par le renseignement, par le truchement des chefs, ce qu'on appelle les chefs indigènes, les cheikhs, les caïds, des choses comme ça, et donc c'est un peu approximatif. Là, on va voir les individus eux-mêmes directement parce qu'on se munit de compétences linguistiques, en fait, d'enquêteurs qui parlent arabe, le dialecte arabe, pour échanger directement avec les enquêtés. Alors, Robert Montagne, dans cet ouvrage, cette enquête que vous pouvez regarder, parce qu'en fait, elle a été rééditée et mise en ligne par le Centre d'Inter récemment, tout ça c'est en open access sur Internet, va produire toute une série de chiffres pour s'intéresser alors à la fois à la géographie de Casablanca, mais aussi à l'évolution démographique de la ville, et puis il va prendre toute une série de monographies locales pour regarder par village, par type de population, l'évolution, vous voyez ici, le nombre des migrants revenus, le nombre des migrants partis, bref, va vraiment mettre en chiffres ces réalités avec beaucoup de précision et avec des gros moyens que lui donne le protectorat. Donc, le vrai tournant méthodologique, l'enquête directe, et des enquêtes avec un protocole scientifique quand même plus solide. Deuxième chose que mesurent ces enquêtes, c'est l'essor de salariat. C'est-à-dire qu'on est dans les sociétés urbaines où on mesure plus facilement le niveau de vie parce qu'on mesure plus facilement le niveau des salaires. Même si on bute encore sur une difficulté qui est le fait que le salaire est irrégulier. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont employées au jour le jour et ne savent pas combien ils gagneront à la fin du mois. D'ailleurs, on ne gagne pas la même chose tous les mois, ils ne sont pas fonctionnaires ou salariés. Et donc, là, voilà, il y a des grandes fluctuations aussi en fonction de l'activité. Mais quand même, le salariat, contrairement à la production agricole, contrairement à tous les autres types de revenus dont je vous ai parlé jusqu'à présent, donne une forme d'unicité, de lisibilité plus grande de la société à partir de là. Bon, je passe parce que pas vraiment le temps, mais disons que les campagnes restent un petit peu à la traîne du mouvement et les mêmes difficultés méthodologiques ne sont pas complètement surmontées à partir des années 1900-1950. Avec l'enquête de Pierre Bourdieu qui conclut en quelque sorte la séquence coloniale, donc Travail et travailleurs d'Algérie, on est vraiment arrivé au point de tournant qui va aboutir aux enquêtes sociologiques, aux enquêtes historiques de l'indépendance. Ou, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un des premiers travaux de Bourdieu dans les années 50, qui s'intéressait à l'Algérie. Travail et travailleurs en Algérie, il y a deux parties, deux volumes en fait, avec un premier volume statistique où le lecteur est assommé par 500 pages de chiffres. Comme ça, lancé sans ménagement sur le lecteur, et après, on laisse au génie littéraire de Pierre Bourdieu le soin d'interpréter tout. Il fait plutôt bien, évidemment, dans son style. Et là, on prépare vraiment la sociologie de l'indépendance parce qu'on est dans une sociologie critique de la colonisation. C'est-à-dire qu'on prend les chiffres pour montrer les conséquences du déracinement, les conséquences en Algérie de 130 ans de colonisation, pour dénoncer aussi la déstructuration de ces sociétés et avec aussi un contexte statistique, ce qu'a bien montré Béatrice Touchelet, où la statistique coloniale est plus élaborée et permet de recenser, de connaître le niveau de revenus de manière plus précise. Mais, je veux dire, parce que j'ai relu le livre récemment, Bourdieu, tout à fait dans ce style d'ailleurs, un rapport aux chiffres parfois un peu distant. C'est-à-dire qu'il commence un peu à citer quelques chiffres, en fait, tout de suite, il s'éloigne, il laisse son propre talent d'interprétation, plus grand, prendre la place par rapport à des notions, disons, plus qualitatives, de quelque sorte, l'emportent. Pas pour dire que c'est bien ou mal, parce que le statut des chiffres est encore, à la fois il est là, mais d'avoir séparé de manière aussi brute, montre aussi qu'on ne combine pas complètement l'analyse à ce moment-là. Et dernière chose,
Alors, dernière partie, je veux dire la troisième. Mais alors, j'ai cité aussi le livre, pardon, à la fin de la page 2, à la page 1, l'ouvrage très intéressant de Vincent Bonicargue sur la pauvreté au Sahel, du savoir colonial à la mesure internationale. C'est vraiment un livre très novateur d'abord et très intéressant. L'idée alors, Vincent Bonicargue parle du Sahel, de l'Afrique subsaharienne, je crois que vous connaissez, vous parlerez mieux que moi, mais je vais résumer. En gros, il dit une chose qui est très juste, très forte, c'est que pour les empires coloniaux, pour les Européens, en fait, finalement, la pauvreté en Afrique ne devient un problème qu'à partir de 1945, parce que finalement, c'était des sociétés qui étaient réputées, un peu comme ce que je vous racontais pour les années 30, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui sont réputées de toute façon pauvres. Si tout le monde est pauvre, personne n'est pauvre. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement un problème et ce n'est pas vraiment un enjeu pour les États coloniaux. Et ce n'est que sous la pression de l'aggiornamento colonial post-1945 et en fait beaucoup des organisations internationales pour l'Afrique que ça devient un enjeu, un problème public, en fait, un enjeu pour les États. Et je pense que par rapport à ce schéma qui doit être sans doute valable pour l'Afrique subsaharienne, le Maghreb a peut-être une partition un petit peu différente. Je crois que les politiques publiques sont plus précoces au Maghreb à tirer vers ce type de direction que cela. J'ai aussi cité un autre ouvrage sur la question du welfare colonial, colonialisme du welfare. Alors, pour l'empire britannique, parce qu'en fait, on est très ignorant, je constatais, de cette notion. Alors, vous savez, welfare state, c'est une politique sociale, du welfare state en contexte colonial. Il y a des idées de sujets de thèse, des choses comme ça. On peut se pencher là-dessus parce que vraiment, pour l'Empire français, à des rares exceptions près, il y en a, hein, on connaît mal finalement les politiques sociales de l'État dans le contexte français. Et en fait, tout ce qu'on sait, c'est finalement le contexte anglais qui revient un petit peu à ce qu'a dit Bonicargue, c'est-à-dire les politiques sont très tardives, elles datent d'à partir de 1940, et elles sont globalement inefficaces. Alors, vous parlez de Bourdieu. La sociologie de Bourdieu est prolongée aussi, dans une large mesure, par des sociologies nationales, qui sont nationalisées, donc, avec notamment au Maroc, Abdelkader El-Khattabi, dont je cite le livre de la sociologie du Maroc. On pourrait citer d'autres choses. Il y a Paul Sebag en Tunisie. Alors, Paul Pascon a un statut plus particulier parce que c'est un Français, comme son nom l'indique, mais c'est vraiment un Français marocanisé. Il est né au Maroc, dans un milieu plutôt modeste, il a passé toute sa vie. Il va d'abord s'intéresser beaucoup au monde des campagnes et il va prendre la nationalité marocaine. C'est vraiment intéressant. C'est un parfait arabisant, un chercheur immergé dans son contexte, dont il ne vient pas, et vous avez conscience de ne pas vivre directement. Alors, dans un premier temps, je dirais que, conformément à l'esprit du temps, c'est une sociologie qui est très marxiste, très théoricisante, qui va chercher à élaborer des grands modèles théoriques qui seraient valables pour le monde arabe à partir d'apports de la sociologie marxiste du développement, disons, pour le dire un petit peu vite. Donc, il a publié beaucoup de choses. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va redécouvrir pour la 50e fois sous une autre forme qui serait celle de la sociologie. Donc, la mesure quantitative n'a pas une part très importante. Même si dans les rares enquêtes qui sont mises en place, par exemple celle de Paul Sebag, je cite ici, un juge tunisien, jouera un rôle important dans l'université tunisienne par la suite, il y a des nouveautés qui se mettent en place dans les enquêtes et qui permettent de chiffrer plus précisément. C'est d'abord la naissance d'une administration sociale dans le contexte tunisien, qui est un contexte socialiste. Hein, le gouvernement de Habib Bourguiba se dit socialiste lui-même, donc développe des politiques sociales plutôt ambitieuses. Donc aussi une administration sociale qui va aider aux enquêtes sociales. Et donc il y a de nouvelles choses qu'on va mesurer, la scolarisation, la mortalité infantile. Il y a toute une série de variables comme ça qui apparaissent pour mesurer finalement, pour mesurer la pauvreté à ce moment-là et fournir un tableau finalement plus complet. Paul Pascon, dans son genre, va développer une démarche tout à fait nouvelle dans la façon de lire ces sociétés, à la fois de lire les campagnes en particulier. On va compenser un fossé qui n'avait jamais été rempli jusqu'à présent par les autorités coloniales, parce que vraiment la force de Pascon, et je crois qu'on mesure mal peut-être maintenant la capacité créative de ce chercheur, ça va être de dire que, en gros, si vous voulez, la grande lecture, la grille de lecture, dans le cas des sociétés coloniales, mais même un petit peu après ces sociétés, c'est la lecture dualiste. C'est-à-dire, il y a un monde ancien, conservateur, qui rencontre un monde moderne de facture européenne. Et donc, ce qui fragilise ces sociétés, le principal défi de ces sociétés, c'est de résoudre ce dualisme. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les lectures actuelles de ces sociétés maghrébines, en tout cas. Alors, il ne s'agit pas de dire que, et ce n'est pas d'ailleurs ce que dit Pascon, que cette lecture est complètement fausse, parce que ça correspond à des réalités, c'est le secteur.
Mais lui, il cherche vraiment la façon dont ces deux réalités se mélangent, s'amalgament. Ce qu'il dit, c'est qu'elles ne sont pas séparées. Et c'est pour ça qu'il parle de société composite, c'est son grand apport, pour dire en fait, le Maroc n'est pas une société capitaliste, parce qu'il y a encore des traces de modes de relations qui ne sont pas salariés au travail, des distributions de revenus qui ne sont pas liées à la production au sens strict économique. Il y a encore une part aussi importante de la production agricole, mais ce n'est pas non plus une société féodale. En fait, c'est une société qui va accumuler par strates successives tous ces apports anciens et plus récents. Et ce qu'il dit, c'est que les strates du dessus n'ont pas vocation à supprimer les strates du dessous. En fait, au sein même de la vie de chaque individu, il y a des emprunts à une tradition plus ancienne, à des techniques plus modernes, et qu'au sein même de ces individus, en fait, et c'est ce qu'on voit, en fait, quand on prend des exemples très simples, il dit, voilà, l'agriculteur qui va se revêtir de son poignard dans sa famille depuis longtemps, signe d'honorabilité, va ensuite enfourcher sa motocyclette pour aller dans l'administration nouvelle du Maroc, où lui-même il rencontrera un fonctionnaire issu d'une très vieille famille, très pieux, mais qui a été formé à l'école des pauvres. Enfin, vous voyez, ça s'amalgame en fait en permanence. Et ça permet aussi de penser, par exemple, parce que le problème de la mesure quantitative aussi, c'est la question des critères, des catégories. Ça permet aussi de penser l'adaptation de ces catégories, du salariat, du capitalisme, du niveau de chômage, mais par exemple de la mesure du sous-emploi, c'est le sujet de l'article ici, et de les appliquer à la réalité marocaine, l'adapter à cette société composite. Deux dernières choses. Alors d'abord, il y a la question de la démographie qui fait son grand retour, c'est-à-dire qu'à partir de 1960, c'est assez frappant que, alors je cite les annales marocaines de sociologie, qui ont fait une vie assez courte, c'est que deux numéros, 1968-1969, le roi Hassan II n'était pas un grand fan de la sociologie et des sciences humaines, disons, et donc a fermé la sociologie du pratiqué assez rapidement pour, je cite, dérive gauchiste. Donc voilà, donc fin de la sociologie marocaine à ce moment-là. Mais le peu de temps où elle a existé, elle a publié ces annales marocaines de sociologie, qui étaient trilingues, arabe, français, anglais, et un des seuls articles en arabe qui ne soit pas un article, disons, de théorie sur les bonnes trading, c'était cet article sur les recensements. Et un article très très intéressant d'Ibrahim Ben Barka, pas de la famille de Ben Barka, je ne sais pas, qui critiquait en fait les précédents recensements coloniaux, disant en gros, les recensements coloniaux avaient des préoccupations qui ne sont pas les nôtres, qui étaient fondamentalement de mesurer la population par sexe, homme-femme, et par religion, musulmans, juifs, européens, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la pyramide des âges. Parce qu'on commence à comprendre que la démographie marocaine, qui est florissante, c'est le début de l'entrée du Maroc dans la transition démographique, va devenir un problème pour les politiques publiques, d'éducation, scolarisation, choses comme ça. Et que là, les nouveaux recensements de 1960 en particulier dessinent des trajectoires qui associent à la mesure de la population, qui était jusqu'à présent le grand point faible, si vous voulez, des enquêtes, parce que, pour le dire en un mot, en gros, quand vous faites une enquête, il y a deux méthodes, soit la méthode exhaustive, soit la méthode des sondages. Et pour faire des sondages, il faut que ces sondages soient aléatoires et représentatifs, et donc il faut que vous ayez une population que vous connaissiez, que vous ayez recensée, parmi lesquelles vous tiriez au sort des individus, sinon ça fausse évidemment les choses. Et faute de l'existence d'un registre de recensement suffisant avec cette population, les enquêteurs ne pouvaient pas adapter cette enquête. Donc là, ça ouvre en quelque sorte un nouveau champ. Et dernière chose, alors c'est un peu une marotte personnelle, vous m'excuserez, mais c'est de rappeler en fait que les sciences humaines au Maghreb se pratiquent en arabe, essentiellement en arabe. Et alors la thèse d'Ahmed El-Tawfiq est vraiment très intéressante parce que c'est une thèse d'histoire sur le 19e siècle. Alors, M. El-Tawfiq est maintenant le ministre des Affaires islamiques depuis à peu près 20 ans, et si Dieu lui prête vie pendant les 20 prochaines années sans doute, qui est un grand universitaire, un grand alim, un grand savant, et a commencé en fait par l'histoire sociale très, très brute. Et j'étais frappé en relisant la thèse que j'ai lue il y a très longtemps, par la présence dans ses préoccupations de ces questions de niveau de vie, de revenus, de mesure des budgets. Et je ne veux pas m'empêcher de penser que dans le contexte des années 70, où Ahmed El-Tawfiq a rédigé sa thèse, il a été influencé par toutes les enquêtes coloniales, alors que je revienne à la biographie, mais par ces interrogations en fait. Et lui, sa question, c'était de mesurer les niveaux de vie dans une société berbère du sud du Maroc, près de Taroudan, au XIXe siècle. Et il utilise toute une série de sources fiscales, mais aussi notariales, avec une succession, des choses comme ça, pour reconstituer le budget, les consommations des ménages, et arriver à une image de la société qui est vraiment pour nous intéressante parce que, et je m'arrêterai là,
ce qui fait défaut à la plupart des enquêtes coloniales, notamment s'agissant des campagnes, c'est leur méconnaissance profonde du 19e siècle. C'est-à-dire qu'elles infèrent des continuités sur des sociétés qu'elles connaissaient en fait mal, et c'est une façon de lisser les effets de paupérisation et de déstructuration des campagnes de la classe coloniale. Ce que montre Ahmed Taoufik, c'est pour ça que je vous ai mis. Alors, je vous ai mis ces tableaux pour vous montrer une vraie obsession du chiffre dans cette thèse, vraiment très très forte, qui revient en permanence, vraiment toute une démarche réflexive très très forte, à mon avis aussi sous l'influence les annales, choses comme ça, c'était vraiment des gens qui étaient formés aussi à ça. Et donc, alors juste pour vous lire le graphique, parce que vous n'avez pas lisible, c'est pas grave. Là, ici, vous savez si vous voyez sur le graphique de gauche, parce qu'en fait, c'est un résultat qui m'a plus surpris, parce que j'avais lu jusqu'à présent toutes les enquêtes coloniales. Ici, vous avez en gros la répartition de la population démographique. Voilà, donc les familles. Et là, ici, vous avez à Tchaoura, donc le niveau de revenu. Donc, comment on lit le graphique? Ici, vous avez 10% de la population qui possède 20% de la richesse, et ainsi de suite. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que bon, il est très pauvre, il est très riche, mais il y a surtout une énorme classe moyenne. Ce que montre aussi le graphique ici. Là, vous avez les classes de revenus. Donc, le numéro de classe, donc 4, 3, 1. Et ici, donc là, sous quel nombre d'habitants, donc la masse démographique, et là, encore à savoir, la fortune. Donc là, gros, donc, beaucoup d'habitants possèdent peu d'habitants possèdent pas mal, mais en fait, classe moyenne très importante. Donc, ce que montre Ahmed Taoufik, c'est que la société rurale n'est pas une société égale, ce serait beaucoup dire, mais elle était beaucoup moins pauvre et beaucoup moins indigente que les sources coloniales auraient pu le laisser penser. En conclusion, peut-être 2 mots. En fait, finalement, là, on mesure très certainement, notamment par l'action de l'État colonial, la généralisation du chiffre à l'échelle nationale, de la préoccupation comptable à l'échelle nationale, donc d'une forme d'étatisation de ces sociétés. C'est-à-dire que beaucoup de politiques publiques ne sont plus pensées à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale. Ce qui ne signifie pas que ce niveau local disparaît complètement, parce que jusqu'aux années 70-80, il n'y a pas d'administration nationale forte pour les questions nationales. On se base encore beaucoup sur des relais et parfois des associations privées de l'administration religieuse. Et je crois, même si ce n'est pas une question que je connais très très bien, mais les amis qui travaillent là-dessus, le Maroc est encore, pour ce pays que je connais mieux, affligé de carences statistiques assez fortes qui se prolongent aujourd'hui, notamment en fait pour un phénomène, c'est-à-dire le monde rural et le monde de l'informel, qui restent en quelque sorte des domaines mal connus, c'est l'empire des chiffres qui a progressé tout de même depuis les années. Voilà. C'est un petit peu en retard. Merci beaucoup. Exposé qui était extrêmement dense, en fait, beaucoup de points complémentaires qui vont beaucoup apporter à la fois sur le Maroc et la Tunisie et puis sur un certain nombre de démarches par rapport à les choses. Alors, je vais peut-être commencer par une question et après je passerai la parole à Louise qui est à la table et parce que les étudiants en fait animent un peu les séances et posent des questions. Est-ce que dans les enquêtes démographiques et les années 60, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de mieux connaître la population? Oui, alors ça n'apparaît pas dans l'article que je cite, mais alors, le problème, alors, je ne peux pas tout à fait répondre à votre question, parce que le problème, c'est que nous n'avons pas accès aux archives des administrations après l'indépendance. Pas parce qu'elles ne sont pas versées, soit qu'elles ne sont pas encore triées, mais il est certain que la réforme fiscale est forte à l'indépendance, notamment coupée à la réforme agraire, dans tout critère des colons pour les redistribuer à des Marocains et Tunisiens et Algériens. À mon avis, s'associe beaucoup à ce souci de nouveau recensement. Et c'est certain, mais je n'ai pas la preuve. Mais on connaît mal aussi la vie. En fait, dans le fond, on connaît mal aussi fiscal. Oui, oui. Merci. Je vais peut-être passer la parole à Alice. J'ai une question. Si j'ai bien compris, il y a des États marocains et tunisiens qui ont engagé dans un processus de réforme dès 1917. Et le régime vise aussi est aussi mis en place dans des perspectives de réforme.
Et en fait, je me demandais s'il y avait eu s'il y a des objets d'interaction entre ces réformes plus anciennes et les réformes etc. Et parce que vous en parliez un petit peu dans votre article pour le ministère de la Rue, avec ce processus de salariat, je me demandais aussi s'il avait pu être utilisé par exemple sur la pauvreté. Oui. Alors oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est une bonne question. C'est-à-dire que le protectorat, effectivement, au départ, sa justification, c'est la réforme. Consiste à dire on est face à des États qui sont en crise, qui ont des problèmes fiscaux, qui ont des problèmes de gestion de leur territoire, de maintien de l'ordre, donc on va venir les aider. Bon, pas besoin de vous dire que cette crise a été savamment alimentée par les puissances européennes elles-mêmes, qui se sont ensuite chargées de venir les résoudre. Les Hegel, c'est la main qui guérit, et c'est aussi la main qui blesse, en l'espèce. Ça, c'est l'idéologie coloniale. Et en fait, même pour être plus précis et plus technique, sur un plan juridique, je vous ai dit que la souveraineté intérieure a été maintenue au profit des bey et du sultan, enfin du bey et du sultan. Et c'est par le mécanisme de la réforme que la France va justifier son emprise dans les affaires intérieures aussi. Parce que, pour une raison très simple, et un mécanisme c'est aussi rudimentaire, dans les traités de protectorat, confie à la France le soin d'initier, de mettre en œuvre toutes les réformes utiles au redressement de ses États. Je dis à peu près comme ça. Et pour ce faire, le résident général de la République française au Maroc et en Tunisie, le représentant le plus haut gradé de l'administration coloniale, a pour charge de viser, mettre son visa sur toutes les lois, les décrets locaux, les barrières marocains, les tailleurs marocains, qui sont pris encore par les deux souverains. Les deux souverains restant la source de la loi. Le droit français ne s'applique pas au Maroc, comme il s'applique en Algérie après l'adaptation. En fait, ce visa est obligatoire pour promulguer des lois et bien vite, ce contrôle a posteriori se transforme en réforme a priori. Donc, en fait, l'essentiel de la loi du droit marocain et tunisien est dicté par les autorités. Bon. Et donc, ils vont appliquer. Alors, et au départ, voilà, la notion de la réforme, c'est surtout un prétexte, parce qu'il y a évidemment un malentendu qui est propre à toute les situations coloniales, dont je parle d'ailleurs dans un petit article sur les temporalités de la réforme, parce que les ministres tunisiens et marocains qui prêtent leur concours au protectorat, eux sont persuadés que le protectorat, on connaît plusieurs exemples, est le moment propice, certes malheureux, mais le moment propice, pour accomplir des réformes que les États n'ont pas eu la force de mener jusqu'à présent. Mais eux, ils pensent que les réformes vont venir tout de suite. Tandis que les Français disent, ce n'est pas le moment, le pays n'est pas prêt, il faut attendre. Nous allons d'abord réformer cela. Et donc, cette patience est évidemment tactique, parce que vous comprenez bien qu'une fois la réforme accomplie, normalement, le protectorat doit disparaître. Parce que sa vocation est d'être provisoire. Comme je le disais, c'est un provisoire pour toujours. C'est un provisoire dans l'esprit jusqu'à la fin. Dans les 50, 54, 55, personne ne pense vraiment à la protectorat chez les Français. Donc, il n'y a pas tout de suite rencontre entre la réforme, les projets de réforme des monarchies et les projets de réforme de l'État français. Parce que les projets de réforme des monarchies, ça n'intéresse pas au départ l'État français. Qu'est-ce que c'est que cette réforme? Là, quand je parle de réforme, je fais recours à la notion d'islam, qui est une notion qui est très en cours dans l'arabo-musulman, en fait, qui vient de loin en vérité, mais bon, disons qui a pris forme aussi sous la Narda, la Renaissance arabe du XIXe siècle, consistait à dire qu'il y avait la prise de conscience de la part des contemporains moyen-orientaux d'un retard du monde musulman par rapport au monde européen, et qu'il fallait se réformer, revenir aux origines pour reprendre un petit peu son destin en main et résister à la domination européenne. Ces réformes ont des points très précis, c'est la réforme de l'enseignement, c'est le développement de la scolarisation, l'introduction de nouvelles matières profanes dans les grandes universités mosquées jusqu'à présent, c'est la réforme de la justice, avec un système de rationalité administrative plus grande, c'est avec des juges qui ont recruté sur concours, avec une hiérarchie des tribunaux, avec un système de la preuve, avec une procédure, des choses comme ça. Ça, c'est des domaines qui n'intéressent pas l'État colonial parce qu'on parle d'un enseignement arabe et d'un enseignement de justice musulmane. Ce qui intéresse d'abord les Français, c'est l'exploitation du pays, donc c'est la mise en ordre des comptes publics, qui faisait aussi partie de la réforme du XXe siècle. Alors ça marche, il y a un système fiscal qui est mis d'équerre, une perception des impôts qui marche plutôt bien,
Là, en quelque sorte, les deux soucis de la réforme se rencontrent, mais ils se font sans les Marocains et les Tunisiens. Il n'y a aucun Marocain et Tunisien qui est associé à la gestion des finances publiques. Jamais. Ça, c'est vraiment l'arme des Français. En fait, ils liquident les Oumana, dont je vous ai parlé, des vieux corps, des administrateurs des finances, sont mis dans un coin, puis on attend en gros qu'ils meurent, et puis après on les remplace pas. Mais d'un certain point de vue, ça a quand même reformé l'État. C'est-à-dire que vous savez, c'est une question qu'on me pose souvent au Maroc, enfin, des collègues marocains que vous avez fait, veulent savoir mon sentiment là-dessus. En fait, on dit souvent, et c'est vrai que, enfin, moi je pense que c'est vrai, qu'à la fin, c'est par le protectorat que le contrôle territorial de l'État marocain s'est quand même amélioré et agrandi. C'est vrai. La puissance financière, technique de l'État colonial a permis de renforcer la présence de l'État au Maroc et en général de renforcer les États dans la région, dont ils vont en tirer profit. Ça, c'est pas faux de le dire. Mais en revanche, pour tout le reste, il y a une marginalisation de la langue arabe, par exemple, dans l'enseignement, dont les sociétés actuelles se produisent. En fait, il y a ce que j'appelle dans ma thèse un anathème, c'est-à-dire qu'en fait, l'arabe est relégué à une langue de la tradition, du culte, et donc à un certain domaine de la vie sociale. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de point d'accord, sauf sur certains points particuliers où, pour la raison que j'explique, hein, mais à un certain moment, l'État colonial va se pencher quand même sur le sort des fondations pieuses, par exemple, en les sauvant de la déréliction financière, ou au contraire en laissant se repousser en Tunisie. Et on va parfois intervenir, notamment dans le salariat administratif, pour des raisons fiscales là aussi, et pour des raisons pas fiscales, mais monétaires, budgétaires, voilà, administratif, pour tenir un peu mieux les budgets. Bon, bah, c'est vrai, on va accomplir plusieurs réformes de la rémunération des fonctionnaires qui vont globalement se salarier. Pour la pauvreté, alors c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais disons qu'il y a une structure à la fois ancienne et nouvelle qui sont les sociétés de bienfaisance musulmane, qui sont des sociétés de notables, qui sont même souvent des notables comme fonction politique. C'est les pachas, les caïds, les cadis, les juges musulmans, constituent des sociétés d'assistance avec l'aide souvent des fondations pieuses, qui sont les vrais acteurs de la prise en charge de la pauvreté au Maroc, en action d'administration sociale. Et là, les Français vont se servir de ces associations pour leur donner de l'argent, pour servir de relais aux différents mécanismes qu'elles mettent en place. Donc, il y a quand même des amalgames qui existent, si vous voulez. On va dire qu'il y a d'un côté le monde du Marzen et d'un côté le monde de l'État colonial. Il y a quand même des interactions qui se font et qui sont généralement justifiées par l'abstention de l'État colonial, enfin pour les logiques du moindre coût de l'État colonial. Maroc et la Tunisie, on va être différents, mais peut-être que la Tunisie a l'indépendance. Oui. Oui. Et aussi des. Oui. Alors, votre question, c'est vous voulez que je les explique ou vous n'avez pas trop de choses? Oui, alors, en effet, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est que les fondations pieuses sont abolies en Tunisie, mais elles ne sont pas au Maroc. Mais en fait, c'est surtout parce que la monarchie est abolie en Tunisie et elle ne l'est pas, comme vous le savez, au Maroc. Ça, c'est la principale. C'est une des questions de ma thèse, effectivement. C'était, mais comment les mêmes causes ne parviennent-elles pas aux mêmes effets? C'est-à-dire que le même système de protectorat est appliqué dans deux pays, mais aboutit à deux résultats contraires. Alors, les systèmes d'explication sont deux ordres, trois ordres, disons. Alors, le premier, c'est quelque chose d'assez connu, c'est l'opposition des génies politiques, des figures politiques de ces pays. D'un côté, il y a le roi Mohamed V, Mohamed Ben Youssef, qui ensuite devient le roi Mohamed V, qui a saisi le vent tourné, qui se convertit à la cause nationale, qui arrive à attirer à lui la ferveur, disons, et puis la mobilisation générale de la société marocaine en faveur de son indépendance. Ce que n'ont pas réussi à faire les bêtes, mais surtout les bêtes tunis sont encombrés de la figure de Bourguiba, qui particulièrement prend une place éminente au mouvement national tunisien, et particulièrement un fin stratège et n'a pas du tout envie d'être le ministre du bête. Donc il a déjà en tête sa stratégie républicaine. Ça, c'est la première raison. Bon, une raison qui est prolongée, disons, par des mouvements au long cours auxquels je ne souscris pas nécessairement beaucoup, c'est de dire oui, vous comprenez, la monarchie marocaine est mieux ancrée, il y a une légitimité religieuse qui est plus forte, ça structure plus la société marocaine. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas dans l'éternité des institutions de manière générale. Je veux dire, les travaux sur le 19e siècle montrent que ce n'est pas du tout automatique.
l'histoire de la monarchie marocaine d'après l'indépendance, c'est pas automatique. Si vous voulez, enfin là, je déborde un peu, mais je parle du Maroc. Il y a eu 2 tentatives de coup d'État contre Hassan II de 70. Une vraiment bien réussie, parce que nous avions une chasse commandée par le général Oufrir, par l'armée, qui tire sur le Boeing royal du roi. Enfin, je vous raconte l'histoire, parce que comme c'est amusant, enfin, on ne sait pas vraiment la vérité, mais parce que la question, c'est toujours pourquoi il a survécu quand les 2 chasseurs versus le Boeing qui perd. Et en fait, le pilote, selon les proximités avec la monarchie, soit inspiré par son propre bon sens, le pilote du Boeing, soit inspiré par le génie maléfique, enfin le génie tactique de Hassan II, dit non, c'est bon, parce qu'en fait, il tirait quand même déjà sur la terre-là en disant si Namat, le roi est mort, c'est bon, arrêtez de le tuer aussi, en gros. Et là, les chasseurs prennent pitié de tirer. Bon, enfin, bref, ça c'est le détail, mais en fait, à la fin, je veux dire, si le Boeing s'était écrasé, il n'y aurait plus de monarchie au Maroc. Donc, on ne serait pas là en train de faire des grands discours sur oui, la monarchie éternelle au Maroc, on a ressorti pour le printemps arabe. S'il n'y a pas de printemps arabe, c'est la monarchie. Ce qui n'est pas faux, mais c'est grâce à magnétisme. Enfin, grâce. Donc, ça, c'est la première raison. Disons les variables politiques. La deuxième raison que je vois dans ma thèse, c'est des variables plus coloniales, c'est-à-dire que le système politique ne s'est pas mis en place de la même façon au Maroc et en Tunisie, et quand même la politique de Lyotet, malgré ce qu'on peut lui reprocher d'hypocrisie, a mis en valeur vraiment dans la politique de communication la monarchie marocaine, dont il a fait l'instrument de son propre pouvoir aussi. C'était aussi une façon pour Lyotet de construire une indépendance vis-à-vis du reste de la ville. Mais à de fait, par exemple, voilà, maintenu la fortune, par exemple, de la famille royale. Son image auprès du peuple, c'était quand même pas le cas des Bey, hein, était très isolé, qui ne voyait jamais la population, était complètement ruiné, enfin, était vraiment soumis à un contrôle financier extrêmement étroit pour le moindre dit. Et enfin, une dernière chose, une raison plus structurelle, là qui je crois est enfin, vraiment une des idées, enfin, pour moi une des idées importantes de ma thèse, mais on retient pas tout à l'idée c'est important, qui est la ruine des fondations pieuses en Tunisie. C'est-à-dire que les fondations pieuses tunisiennes sont progressivement ruinées sous le protectorat, qui regarde de fer, parce qu'elles ont été en grande partie expropriées par les colons, parce qu'en fait, elles sont adossées. Parce qu'en fait, une fondation pieuse, ce n'est pas une petite maison en bois, hein. C'est un terrain qui produit des revenus, c'est un immeuble, il y a des locations, c'est un outil économique. Et en fait, l'essentiel des fondations pieuses en Tunisie, c'est l'huile d'olive. Et il y a un code de l'huile d'olive sous la colonisation qui est très mauvaise. En plus, ce n'est pas une culture qui est très à la mode, etc. Donc, en fait, les revenus s'effondrent petit à petit. Et les Français ne font pas en Tunisie ce qu'ils font au Maroc. Au Maroc, ils libéralisent un petit peu le marché de la fondation pieuse, parce que normalement, c'est des biens inaliénables qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas acheter. Ils disent, bah, là, on peut les vendre, on peut les acheter, à condition que les revenus soient toujours affectés à la même cause pieuse. Mais en gros, on investit dans ce qui marche dans l'économie, dans des nouveaux immeubles, dans des loyers qu'on augmente, des choses comme ça. Donc, en fait, les fondations pieuses au Maroc sont vraiment florissantes. Elles doublent encore leur profit. Tandis qu'au Maroc, en Tunisie, elles s'effondrent littéralement, sont en déficit. Et en fait, je crois avoir montré que cet argent disponible, c'est à la fois un capital humain et un capital financier qui est à la disposition aussi des souverains, qui peuvent construire des réseaux de clientèle, donner à un tel, donner à telle famille, construire une mosquée là, vraiment des outils publics pas très spectaculaires, mais qui à la fin assoient aussi leur poids dans l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'existence permanente des fondations pieuses qui sont séparées de l'État. C'est-à-dire que je parlais de M. Taoufir, qui est ministre des fondations pieuses et des affaires islamiques. Bah, M. Taoufir, son ministère, il est à Rabat dans la Touarga, c'est-à-dire dans la cité immense où il y a le palais royal, et il n'est pas avec les autres ministères du gouvernement soumis à ces aléas vulgaires politiques et de sécurité. Et d'ailleurs, vous voyez ça fait 20 ans qu'il est ministre. Donc, ces affaires des fondations pieuses et des affaires religieuses sont proches du palais. Ils ne sont pas dépendants des aléas de la vie démocratique, ou ce qui peut être la vie démocratique au Maroc. Donc, explique aussi. Est-ce qu'on peut ajouter une dimension plus socio-économique sur le fait que dans le fait qu'en Tunisie, il y a quand même une évolution socio-économique qui est très intégrée quand même dans l'économie méditerranéenne, alors qu'au Maroc, ça va être peut-être un peu moins. Oui, tout à fait. Dans son mouvement social, ouais. en fait. Exactement, non, mais c'est vrai, c'est très important. Tout à fait. C'est vrai que je devrais ajouter ça, c'est aussi dans mon livre, hein, mais alors, à mon avis, c'est vrai que ça joue pour le degré d'intégration dans l'économie.
je n'ai pas mesuré à l'époque dans la thèse, c'est quelque chose que je garde en tête. Même si à la fin, c'est que le Maroc au XIXe siècle est quand même pas mal sorti de son isolement, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de s'y pencher là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez cité les syndicats, il y a un vrai syndicalisme structurant très fort en Tunisie, avec l'Union générale des travailleurs tunisiens, le GTT, c'est encore aujourd'hui un mécanisme très fort, et de manière générale, dans la fonction publique, le porte-parole des droits des Tunisiens, c'est les syndicats. Là où au Maroc, il y a très peu de syndicats, alors quasiment pas. Et le porte-parole des intérêts des fonctionnaires marocains, c'est le sultan. Et ce sont ses ministres. Alors, justement, là-dessus, j'aurais une question sur les recrutements. Bon, vous avez dit que les recrutements étaient surtout des recrutements locaux, et j'imagine qu'il y a après des réseaux qui s'appuient les uns sur les autres. Est-ce qu'on a quand même deux monarchies, une monarchie en réforme depuis un moment, depuis le XIXe siècle? Est-ce qu'il y a une circulation est-ce qu'elles vont recruter des agents à l'extérieur, ou est-ce qu'il y a des gens qui circulent et qui viennent se faire embaucher? Je pense en particulier aux Égyptiens, évidemment. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'il y a une politique de ce genre-là de la part de... Question intéressée pour la question d'agrégation. Parce que la question d'agrégation, cette année, j'enseigne aussi sur les circulations des Africains au continent, dont le Maghreb. Alors, la réponse est un peu décevante, c'est-à-dire que, alors, dans la mesure du marché, mais pour commencer par le début, c'est-à-dire que anciennement, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, même je dirais, l'essentiel du recrutement du personnel d'État en Tunisie et au Maroc, là même dès le XVIIIe et XVIIe siècle, ce sont des citoyens allogènes. Ce sont les tribus d'esclaves, en fait, les Mamelouks en Tunisie, les tribus, les Abid el-Boukhari au Maroc, qui sont aussi des esclaves africains. Donc, les Mamelouks viennent plutôt du Caucase, choses comme ça. Le Maroc, c'est plutôt des Africains, des Africains subsahariens, des Noirs, en fait, de Mauritanie, de la population du sud du Maroc. Et là constitue la garde privée et les forces vives des États, et après s'intègrent dans les sociétés respectivement, etc. Pas vraiment d'Égypte à ma connaissance. Je n'ai pas là d'exemple de grands fonctionnaires. C'est vrai que les circulations, je dirais, moi, pas le plus mieux placé pour en parler, parce que j'ai compris, se font pas mal du Maghreb vers les villes, parce qu'à Al-Azhar, l'université tunisienne, il y a un centre voilà, qui rayonne sur le monde arabe. Je ne trouve pas trop ça. Pas très intéressant, je pense, pour un Égyptien d'aller au Maroc, en style. Qui se voit aussi sur les spécialistes actuels de l'Égypte, qui prennent les spécialistes du Maghreb de très haut. C'est quand même triste. Mais bon, vous savez, hiérarchie prestige au monde arabe, ça existe. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal d'Algériens au Maroc qui travaillent pour le sultan. Parce qu'en fait, il y a toute une zone, vous savez, autour du Jida maintenant. La frontière aujourd'hui est fermée, mais en fait, c'était une société frontalière où les gens, disons en gros, une espèce de canal Jida-Oran, les gens circulent beaucoup. C'est-à-dire que les familles sont distribuées. Vous savez que la réalité de Stéphane est née à Jida. On peut citer plein d'exemples. Donc là, il y a des Algériens, dans ces zones frontalières, les distinctions algérien-marocain n'est pas fondamentale, et on peut être un Algérien qui va travailler pour le sultan, pour le Beth Tunis. Vous parlez à des gens, il y a des tas de familles en Tunisie, au Maroc, algériens. Et j'imagine inversement l'Algérie, je connais bien. Je dirais que ce mouvement se tarie un peu à la période coloniale, par définition. Il y a en fait, on va faire venir les Algériens comme traducteurs, au Maroc et en Tunisie, parce qu'ils ont déjà un peu l'antériorité de la colonisation de culture français arabe, comme ils disent. Mais par exemple, j'ai une question que je me suis posée. Évidemment, qu'on nous pose. Je n'ai pas d'exemple de fonctionnaires, de serviteurs de la monarchie marocaine qui est utilisée. Les contacts d'ailleurs entre les deux monarchies. Oui. Oui, mais après l'indépendance. Oui, notre collègue et l'ami Charles Correille, qui est maître de conférence à Lyon 3, qui a écrit une thèse sur l'Algérie des oulémas, sur l'association des oulémas en Algérie, par une édition de la Sorbonne, qui s'appelle l'Algérie des oulémas. Je vous recommande tout à fait, c'est remarquable. Maintenant, on travaille sur ça. On travaille sur la coopération des profs en fait, qu'on a envoyés d'Algérie en Égypte, et inversement. Beaucoup d'Égyptiens, c'est vrai, et je crois un peu de Libanais, mais beaucoup d'Égyptiens, mon acharné. Et
Et là, effectivement, on est dans un tout autre monde après les indépendances. Oui, bien sûr. Oui, vous avez parlé du niveau de vie, vous avez mentionné le maïs. Le maïs, aux États-Unis, mais Il est importé, ouais. L'essentiel de l'alimentation au Maroc est importé. À part les blés et l'orge. Je ne sais plus bien le maïs, mais oui, les États-Unis, c'est un fournisseur. Je réfléchis, c'est des statistiques que je sais longtemps. Et oui, en fait, vous savez, l'économie marocaine, à partir de la période coloniale, c'est l'Amérique encore maintenant, c'est construit comme une économie coloniale, comme une économie d'exportation. Donc, en fait, toute une série de choses qui étaient jusqu'à présent réservées au marché domestique étaient envoyées en France. Et l'économie marocaine, et le phosphate aussi, les ressources minières, et le reste, il y a une dépendance alimentaire de Maghreb. Le Maghreb dépend des autres pays pour se nourrir aujourd'hui encore. La guerre en Ukraine a beaucoup inquiété le Maghrébin. Parce que de fait, le blé. C'est une question sur la relation entre j'avais une question sur les auxiliaires. Quel était leur rôle? Est-ce que c'était des missions ponctuelles que ne faisaient pas les fonctionnaires titulaires? La question, et la deuxième, c'est à quel point c'est difficile de quantifier. Vous avez dit que des fois, ce n'était pas précisé forcément dans les sources. Du coup, à quel point c'est difficile de quantifier par année leur poids dans l'administration? Le poids des Marocains et Tunisiens? Oui, ou même des fonctionnaires auxiliaires. Ah oui, d'accord, les auxiliaires. Alors, donc c'est le système des auxiliaires, un système qui existe en France, qui vient de la métropole, qui existe plus aujourd'hui, je crois. Enfin, voilà. Oui, mais c'est pire. Mais il y en a. C'est pas non plus des contractuels. En gros, les auxiliaires servaient dans le cadre de l'administration coloniale à exécuter des tâches qu'on estimait temporaires, notamment par exemple les travaux publics. C'est-à-dire que vous aviez un chantier, vous alliez recruter des auxiliaires, parce que le chantier avait un début et une fin. Mais en fait, assez rapidement, à partir des années 20 et des années 30 surtout, comme les métropoles tapent sur les doigts des États marocains et tunisiens pour qu'ils arrêtent de recruter trop de fonctionnaires, trop cher, et bien, comme un auxiliaire, ça coûte moins cher qu'un titulaire, il y a des tas de missions qu'on confie aux titulaires qu'on va confier aux auxiliaires. Donc, un peu comme le protectorat, l'auxiliaire est un provisoire qui dure. C'est un groupe intéressant. Je pense que ça ferait l'objet de thèses vraiment bien, parce que, thèses de mémoire, parce que, en général, mais pas qu'au Maghreb, hein, pour toute l'Afrique, parce que toute l'Afrique, l'Asie, la française, je ne sais pas s'il y a des équivalents d'ailleurs pour les autres empires, parce que c'est un groupe social intéressant, parce que c'est pas du tout les classes les plus populaires des sociétés marocaines et tunisiennes, c'est des gens qui en fait accèdent, même si c'est irrégulier, à un niveau de vie qui est supérieur à ceux qu'ils ont quittés. Il y a quand même une force de rémunération qui est supérieure à ce qu'on peut espérer dans beaucoup de cas. C'est aussi, vous savez, c'est un prototype des sociétés coloniales maghrébines, des petits employés qui sont formés dans l'administration qui parfois montent, pas trop, hein, mais qui montent quand même, et qui forment une nouvelle classe sociale, en fait, une sorte de classe moyenne. Une classe moyenne, ensuite à l'indépendance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des Français. Il n'y a pas que des Marocains et des Tunisiens. Et donc, qui sont ces Français? Quelles sont les interactions finalement entre les employés modestes français et les employés modestes marocains et tunisiens? Ce sont des questions intéressantes. Je pense pour l'histoire sociale des sociétés, on a dit. Alors, pour la quantification, le problème, c'est que alors, les auxiliaires, ils ont tendance à être inclus, comment dire, de facto si on ne le précise pas. Au contraire, des temporaires, des choses comme ça. Mais il n'y a pas toujours la ventilation, c'est en fait difficile à partir d'un chiffre de dire ça comprend c'est toute la difficulté. Est-ce que c'est assez clair dans l'esprit des coloniaux, mais on est assez peu pour le lecteur de la fiche. Donc, évaluer
En fait, bon, ce que vous avez vu, en fait, c'est les Marocains, c'est que le nombre augmente parce que les Marocains qu'on rencontre, on les rencontre aussi. Qui dit il y a aussi par concours. Donc c'est aussi plus simple de rencontrer. Oui. Oui. Alors, pour le Maroc et la Tunisie, je pense que vous allez dire non. Parce que vous l'avez su, je pense. Donc, il faudra mon livre prochaine. Même ponctuellement, je réfléchis parce que ça arrive. Alors, en revanche, pour l'Algérie, il y a des choses. Il y a la thèse d'Annick Lacroix qui a été publiée sur les postes télégraphes de communication. Là, il y a des travaux sur la gendarmerie aussi, des années aussi en Algérie. C'est une chose. Il y a aussi le travail sur les soldats aussi. Oui. En fait, on connaît ces corps-là qui sont plus au centre de la culture d'État et donc qui sont oui, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est pas si simple en fait de. Parce que vous savez, de manière générale, là, ça a l'air facile, peut-être pas, mais en fait, c'était très très dur de trouver ces Marocains. Parce qu'ils sont vraiment dans les interstices. L'essentiel des archives coloniales, avec quoi, c'est d'abord les Français. Hein. Donc, pour trouver les dossiers où on s'intéresse aux fonctionnaires indigènes, il faut d'abord se lever de bonne heure, et ensuite, quand on les trouve, ils ne vont pas vous raconter les interactions de la population locale. C'est en fait vraiment, par exemple, comment je suis arrivé à cette conclusion pour répondre, je ne sais pas, personne, c'est pas tout ça. C'était la question des pensions militaires. À laquelle je m'étais intéressé en colloque, en article. Et en fait, la question de la distribution des pensions. Donc, vous savez que les Marocains participaient à l'effort de la Première Guerre mondiale, comme pas de population en empire. Et là, la France était, autre rupture d'ailleurs de la coloniale, très soucieuse de les rémunérer à leur juste valeur, pour les récompenser. Là, on sent vraiment qu'il y a un devoir moral de la reconnaissance qui existe chez les autorités coloniales. C'est leur seul moment d'humanisme avant 1945. Et en fait, le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver les Marocains, à trouver leur adresse, à les identifier, faire ce qui est bien eux. Et là, en fait, ça avait recours, et ça se voyait dans les dossiers, parce que pour une fois, c'était une politique publique qui concernait directement les Marocains, c'était pas si fréquent dans le thème colonial. Vous voyez qu'ils avaient besoin de recourir, par exemple, au Adoul, au pluriel, c'est-à-dire aux notaires musulmans qui enregistrent le mariage, le décès, qui connectent, et en fait, sur tous les réseaux d'interconnaissance de la monarchie, pour distribuer cet argent. Et là, on voyait de manière très forte, enfin, c'est d'ailleurs mon Joël, le directeur qui m'avait conduit à cette conclusion. Et ce qu'on voit là, c'est une difficulté de médiation des coloniales des populations de l'île. Mais par exemple, ces notaires n'ont pas laissé d'archives. Ou alors ils ont laissé des archives privées, ils ont gardé avec eux. Alors il y a aussi ça, il y a toute la question des archives privées. Où là, on voit ce qui est différent. Par exemple, ma thèse, je ne suis pas sur l'archive qui s'appelle les archives d'un pacha. Sur les archives du pacha Sbéchi et le pacha de Salé. J'explique comment ces archives sont, etc. Là, on voit, c'est vraiment les archives du gouverneur, quoi. Il a l'air de chez lui, il n'est pas des fonctionnaires. Là, on voit vraiment les interactions, les pétitions qu'il reçoit, les gens qui viennent le chercher. Alors, en plus, il y a son petit-fils qui explique tout. Passion, mais c'est intéressant aussi. Là, oui, là, on voit les choses se passer, mais c'est frappant, c'est qu'on voit des choses qui n'existent pas. Pas une seule chose. Est-ce qu'il intervient pour des enquêtes à partir des années 30, des enquêtes, parce que pour faire des enquêtes, quand même, oui. Il faut bien avoir des relais. Oui, tout à fait. Quelque chose sur la société locale. Ils interviennent de plus en plus, notamment après 1945, mais leur action. Alors, moi, c'est une des questions que j'aimerais poser à quelque part, pour avoir une réponse satisfaisante, c'est trouver des enquêtes menées par ces pachas et pays. Et évidemment, c'est plus difficile parce que ces enquêtes, on les retrouve publiées par des éditions, elles sont à la Bibliothèque nationale, etc. Vous voyez, c'est la même chose. De chercher, évidemment, en arabe. Mais
Le grand problème du Maroc, par rapport à l'Égypte, les sources imprimées, c'est qu'elles sont très mal référencées, très mal cataloguées, que parfois il y a des petites brochures en arabe qui sont intéressantes, mais elles ne vont pas être dans le fond de l'activité professionnelle du Maroc. Donc, si vous tapez enquête sociale, pauvreté, etc., comme mot-clé, même en arabe, sur ces bibliothèques, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il faut vraiment aller les chercher et les acheter. Donc, oui, je pense, mais bon. Je pense que la référence pour moi, c'est. Oui, c'est vraiment lui qui a montré. Oui, non, on n'a pas été publié, mais il y a énormément d'articles. Oui. C'est vrai que c'est lui qui montre comment les instituteurs indigènes françaises, par exemple, à un moment donné, quand ils font plus des traitements inévitables, ils vont trouver l'administration, ils disent moi je vais être chef parce que d'abord je connais les gens, je suis capable de vous dire qui il faut prendre comme auxiliaire, etc. Et en même temps, l'administration essaie de les tenir à l'écart. Pour moi, c'est l'exemple le plus. Il y a ça et les policiers. Oui. C'est un peu maladroit, mais ce que vous avez cité Aviv Tanot qui a publié en fait sa brochure au bureau du Maghreb, qui est au Caire en 1946. Enfin, je travaille un peu là-dessus. Et c'est aussi la manière dont tu viens ces marocains. Qui sont en fait, qui est composé par beaucoup de fonctionnaires. Et comme vous avez donné le chiffre pour l'État égyptien, dans le tableau, il y avait avec l'Égypte un nombre de fonctionnaires très élevé. Et du coup, je me demandais, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont en arabe, si on les appelle Moazza, déjà. Ça, au Maroc, en Tunisie. En Égypte. Ah, je pense, oui. En Égypte, je pense. Quand est-ce que ce groupe de fonctionnaires qui va apparaître ensuite dans les États indépendants, quand tu disais au Maroc? Là, vous parlez des journalistes qui ensuite vont prendre le pouvoir en Maroc et en Tunisie. Et votre question, c'est. Moi, je me demandais juste en fait. Là, vous parlez des fonctionnaires égyptiens ou des. Ah oui, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Il faudrait avoir des travaux sur la période post-indépendance. Ce que je peux vous dire peut-être, c'est que l'Égypte a toujours été un modèle pour le Maghreb, à beaucoup de points de vue, et même dès le 19e siècle, enfin, mieux le 19e siècle que la suite après les années 50, mais était en gros, si vous voulez, l'Égypte de Mohamed Ali, de Mehmet Ali, c'est le modèle de la construction d'un État arabo-musulman par lui-même. Voilà. Une armée avec une fiscalité, je trouve que c'est assez impressionnant. J'ai fait cours sur ça là, récemment, au 19e siècle, au point même où d'ailleurs il y avait presque un État qui était presque en avance par rapport aux États européens, pas par rapport à beaucoup d'États européens. Mais est-ce que dans le cadre de l'Égypte, de panarabisme, assyrienne, est-ce que le modèle administratif égyptien est un modèle pour les Marocains et les Tunisiens? Oui, je dirais en partie, parce que le socialisme algérien ou tunisien s'inspire, je crois, vraiment de l'Égypte, mais est-ce que ça passe par des questions administratives, par les fonctionnaires, par les réseaux en fait que ces personnes ont développés, en effet, quand elles étaient en exil en Égypte? C'est une très bonne question, mais je crois que l'état de la recherche ne permet pas de répondre. Oui, mais je ne connais pas forcément très bien, mais qui ne fait pas forcément le lien avec le mal. Ouais. Non, il n'y a pas de question. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement riche. Et merci pour la bibliographie qui, je crois, sera très utile à tout le monde. Alors,
Alors pour les étudiants, la prochaine fois, c'est un peu éloigné dans le temps parce qu'il y a les vacances, etc. C'est le 8 décembre et on sera complètement sur Zoom. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut tous que vous vous inscriviez sur le site Zoom parce que vous devez être inscrit à l'avance pour pouvoir accéder, pour qu'on puisse vous amener dans la salle. Parce que là, notre intervenant, donc, qui est Babacar Fall, qui travaille sur l'histoire du travail forcé en Afrique de l'Ouest, francophone, il sera à Saint-Denis. Il parlera de Saint-Denis, donc on est tous par vous, voilà, ça n'a pas de sens de les mettre ici. Donc en plus, il y a des machines en homme, là, c'est extrêmement compliqué. Donc je vais vous envoyer, je vais essayer de le faire bien à l'avance, le programme avec le lien, et vous cliquez sur le lien pour vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez faire le vous-même, vous inscrivez sur le lien et après ça vous envoie un autre lien de vous. Yann Payet. C'est de l'action morale.